Merci aux participants d'avoir rejoint le webinaire. Donc, moi, je me présente, je suis Juliette Ferrand, je travaille pour le groupe Malakoff Humanis. Je suis basée à Bordeaux, donc je suis plutôt sur la région, je représente plutôt la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, Malakoff, on a co-construit, en tous les cas, on organise en partenariat ce webinaire avec le Gérontopole Nouvelle-Aquitaine. Et pour nous, on est ravis d'avoir pu de pouvoir avoir cette tribune pour pouvoir présenter ces travaux. Et puis, c'est aussi important pour nous dans notre partenariat avec le Gérontopole parce que c'est le premier grand événement qu'on mène ensemble. Donc, du coup, c'est chouette de lancer la collaboration avec ce sujet. Juste pour peut-être de redire pour le contexte dans les participants et dans les gens qui sont non pas autour de la table mais autour de l'écran. Donc on a des gens, on a évidemment Malakoff Humanis, on se présentera après les 4 personnes particulièrement impliquées sur le sujet, mais aussi des collègues qui sont là pour suivre la conférence qui est intéressante, on l'espère du moins. Et puis on a invité nous Malakoff Humanis des partenaires avec lesquels on œuvre au quotidien sur nos différents sujets, ainsi que des entreprises adhérentes. Et puis, on a la chance, on le disait tout à l'heure pour ceux qui sont arrivés un peu en avance, d'avoir des témoins, en fait, des structures qui ont pu mettre déjà en œuvre certaines méthodes et qui, du coup, vont nous le partager. Donc, merci à elles aussi de pouvoir être avec nous aujourd'hui. Et puis, on a évidemment Gérontopole, puisque c'est Gérontopole via Clotilde notamment qui anime. Du coup, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, on voulait juste prendre quelques minutes pour vous resituer qui était Malakoff Humanis, mais rapidement, et puis surtout pour vous dire pourquoi on avait décidé de vous réunir aujourd'hui et de travailler sur cette thématique. Donc, le groupe Malakoff Humanis, en fait, on est ce qu'on appelle un groupe de protection sociale. Donc, un groupe de protection sociale, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est un groupe, en fait, qui œuvre sur 2 métiers distincts. Un métier qui est l'assurance de personnes, sur tout ce qui est santé, prévoyance, et un métier qui gère, en fait, la retraite complémentaire. Donc, en fait, il y a parfois des fonctions similaires, mais ce sont des personnes différentes qui orchestrent, en fait, ces sujets. Et donc, nous, aujourd'hui, les 4 personnes Malakoff Humanis, on œuvre sur la partie retraite complémentaire. Donc, quand on dit retraite complémentaire, en fait, ça veut dire que nous, notre groupe, notre métier, c'est de percevoir des cotisations sur les salaires et ensuite de les reverser sous forme de pension de retraite à nos allocataires. Et sur ce montant qui est prélevé de cotisation, il y a une partie qui est dédiée en fait à un fonds d'action sociale pour mener des actions à destination de nos entreprises clientes, de leurs salariés, mais aussi de nos retraités à qui on verse une pension en fonction de différentes thématiques. Et donc, on a travaillé aujourd'hui, du coup, la branche, enfin, plus que la branche, en fait, la question les services d'aide à domicile dans leur ensemble, parce qu'il y a plusieurs branches auxquelles appartiennent les services d'aide à domicile, mais c'est un secteur qui est fortement représenté parmi nos clients aujourd'hui chez Malakoff Humanis. Et les problématiques auxquelles sont confrontés leurs salariés sont évidemment des problématiques sur lesquelles on a envie d'agir. Donc, c'est une des raisons principales. Voilà, pourquoi je vais laisser Marion poursuivre, pourquoi on a voulu travailler vraiment sur ce sujet. Oui, tout à fait. En fait, comme Juliette vous le disait, une des questions régulièrement soulevées en fait, par les entreprises que nous sommes amenés à rencontrer, c'est souvent comment améliorer les conditions de travail des salariés, donc potentiellement aussi de vos salariés, et comment améliorer la qualité de service qui est proposée à vos usagers. Et donc potentiellement aussi nos retraités Malakoff Humanis. Et en fait, pour répondre à cette question, on a souhaité vraiment partager avec vous l'expérimentation qui a été menée par le Gérontopole de la Nouvelle-Aquitaine et les témoignages aussi des structures d'aide à domicile qui se sont lancées dans l'aventure avec le Gérontopole depuis déjà plusieurs années pour vous permettre en fait d'ouvrir aussi de nouvelles perspectives et vous donner une nouvelle vision un petit peu de ce qui se fait, de ce qui se pratique. Et aujourd'hui, en fait, on est 4 professionnels de Malakoff Humanis, comme Juliette vous le disait. Donc, Juliette et moi-même, on est plus sur la partie accompagnement des retraités, le bien vieillir. Juliette rayonne sur la Nouvelle-Aquitaine, moi je rayonne sur la région Occitanie.
Et on est accompagné aussi de deux de nos collègues qui sont Catherine Gatelier et Émilie Boursier, qui, elles, accompagnent en fait les entreprises clientes pour l'amélioration des conditions des salariés. Enfin, voilà, plusieurs thématiques. Je vais peut-être laisser la parole à Catherine et Émilie rapidement pour se présenter. Oui, bonjour. Bonjour à tous, ravie d'être parmi vous cet après-midi. Alors, donc Catherine Gatelier, moi je suis basée à Bordeaux et j'interviens auprès des entreprises qui cotisent à la retraite, à l'institution de retraite complémentaire Malakoff Humanis, et je représente là l'ensemble des collègues de la Nouvelle-Aquitaine. Merci, Émilie, Catherine. à toi. Bonjour à toutes, donc Émilie Boursier, basée à Toulouse, avec les mêmes fonctions que Catherine, mais pour tous les départements de l'Occitanie. Donc effectivement, si vous n'avez pas eu de rendez-vous de notre part, n'hésitez pas à nous recontacter, bien évidemment, pour qu'on puisse vous présenter toute notre palette d'actions sociales et les dispositifs qu'on a pour vos salariés. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes avec nos collègues du territoire et bien évidemment notre partenaire, le Gérontopole de Nouvelle-Aquitaine. Merci, Émilie. Comme Juliette vous le disait un petit peu plus haut, en fait, ce webinaire, il a été réalisé vraiment en collaboration, en co-construction avec le Gérontopole et avec Clotilde et Lucie. Et je vais peut-être vous laisser la parole, mesdames. Hop, avec le micro, pardon, je l'avais enlevé. Merci mesdames pour cette introduction. Ravie effectivement d'être avec vous tous pour vous présenter ce programme Imano. Peut-être juste en introduction, une présentation rapide du Gérontopole. Le Gérontopole Nouvelle-Aquitaine, en fait, donc, bien sûr, rayonne sur la Nouvelle-Aquitaine et il existe un Gérontopole en Occitanie, le Gérontopole de Toulouse. On n'a pas exactement tous les mêmes fonctions, les mêmes fonctionnements, les mêmes missions, même si avec le rapport qui a été déposé auprès de Brigitte Bourguignon, il y a une tendance justement à rapprocher ce mode de fonctionnement. Donc voilà, on n'a pas, si vous connaissez le Gérontopole de Toulouse, on ne fonctionne pas exactement pareil. Voilà nous qui on est. On est là pour rapprocher et renforcer la dynamique autour du vieillissement, à la fois entre les acteurs de la recherche, du soin, de la formation, de l'innovation et de l'entreprise. Et notre finalité, c'est vraiment impulser, co-construire et améliorer les réponses aux défis du grand âge. Avec effectivement tous ces acteurs-là, l'objectif, on a 5 domaines d'intervention: la recherche et prévention, innovation entreprise, pôle valorisation des métiers et formation, c'est le pôle dont je suis responsable, politique publique et territoire et le pôle Europe. Et Lucie, qui se présentera tout à l'heure, fait partie de ce pôle valorisation des métiers et formation. Globalement, on a aujourd'hui plus de 150 membres sur la Nouvelle-Aquitaine et on essaie justement d'impulser différents projets. Et là, l'intention d'aujourd'hui, c'était justement de pouvoir vous faire un retour d'expérience du programme Imano, qu'on a mis en place en 2018-2019, qui est un programme de soutien à l'innovation managériale, organisationnelle et économique dans les services d'aide à domicile en Nouvelle-Aquitaine. On va donc, Lucie Chevalier, donc, qui finalement est doctorante en sociologie au Gérontopole, fait sa thèse et la mesure d'impact de ce programme-là. Donc, elle vous présentera plus en détail ce contenu. Et puis, on aura aussi des témoignages. On a le plaisir d'avoir Cathy Meunier, dirigeante d'ADN 87, Géraldine, qui est infirmière coordinatrice à l'AMSAD, et Marion et Zora, qui sont au groupement de coopération Presqu'île de Lormont. Marion, auxiliaire de vie, et Zora, assistante planning, qui vont nous partager leur vécu, leur retour de ces premiers pas de transformation managériale. Merci, c'est gentil. Alors, du coup, je vais couper le son. Hop, de ceux qui n'ont pas fait, n'hésitez pas à couper le son si vous voulez éviter ce genre de problématique. Et puis, l'idée pour nous, c'était, au-delà de cette présentation, on ne veut pas quelque chose non plus de trop descendant, même si pendant la première heure, ça va être un peu descendant. Mais ce qui compte pour nous, c'est après de vous interroger en disant, tiens, comment ça a fait sens pour vous? Ça vous interroge, ça vous interpelle? Et donc, voilà, on va continuer avec des outils un peu d'intelligence collective, malgré le distanciel et malgré le fait qu'on soit nombreux. Ça peut fonctionner justement ce côté intelligence collective. Rapidement, vous présenter le programme Imano. En fait, c'est un programme qui, voyez, les 4 bulles roses, est constitué autour de 4 étapes clés. Une première étape de sensibilisation à différentes approches managériales. Lucie vous les détaillera tout à l'heure, mais c'était de se dire que nous, on ne savait pas quelle était l'approche la plus adaptée
aux différents profils des personnes, des dirigeants, des équipes, des territoires. Et donc, il fallait qu'on laisse la possibilité aux dirigeants de choisir l'approche la plus adaptée à tout ça. Donc, on a eu 19 dirigeants qui ont suivi cette première phase de sensibilisation. Ensuite, on a mis en place une deuxième étape de diagnostic de maturité pour permettre finalement au service de mesurer l'écart entre le projet du dirigeant qui s'était embarqué avec nous à fond en janvier 2020 et donc de voir l'écart entre son projet et les pratiques perçues, vécues par les professionnels de terrain, les encadrants intermédiaires. Donc, on a fait comme ça 15 diagnostics et 14 services ont été retenus pour s'engager dans la démarche. Bon, le 15e, c'est un problème de congé maternité, donc de petit décalage de planning malheureusement, mais qui a vite rattrapé tout le monde aussi et qui est à fond dans la démarche. La troisième étape, c'est une formation collective. C'était de se dire que pour engager la transformation dans les structures, il était nécessaire d'avoir une formation approfondie à une de ces 6 approches qu'on avait proposées. Et donc, ne pas avoir que le dirigeant qui parte se former, mais bien une équipe du changement qui parte se former entre 6 et 8 jours de formation en interstructure. Toutes les structures qui avaient choisi le même programme sont allées suivre cette formation collective. Après, la phase 4 dans laquelle on est en train de se terminer, c'est une formation intrastructure pour soutenir justement la mise en place des premiers pas concrets au sein des structures. Et donc là, c'est des équipes un peu plus étoffées qui sont en train d'être formées. Et donc, Lucie, à qui je vais laisser la parole, fait une thèse en sociologie sur ce sujet-là, et peut-être juste rajouter avant que pour accompagner les dirigeants dans toute cette progression-là, on a mis en place une communauté d'échange de pratiques, une communauté Imano, et on a même ouvert la dernière communauté aux responsables intermédiaires pour justement les aider aussi dans la mise en place de cette démarche de transformation. Voilà le programme rapidement présenté. Ce qui compte, c'est peut-être pas tant les étapes de ce programme-là que clairement le contenu de ces approches qui sont présentées, c'est ce que va vous présenter Lucie, et les témoignages de ces personnes qui vivent cette transformation au quotidien. Lucie, je te laisse la parole. Merci Clotilde. Du coup, je veux bien que tu fasses le changement de slide. Donc, je ne vais pas redire, mais du coup, donc, le programme a été organisé autour de 6 approches différentes. 5 ont été retenues par les dirigeants. Alors, la première, la gouvernance partagée, n'a pas été sélectionnée en tant que parcours par les 14 dirigeants qui ont poursuivi. Je pense qu'il y a plusieurs explications, mais en fait, on retrouve de la gouvernance partagée dans les 5 autres approches. En tout cas plus ou moins fortement, je vais y revenir en tout cas, mais du coup je pense que c'est aussi ce qui a pu orienter le choix des dirigeants, des services, de plutôt privilégier des choses un peu différentes qui reprenaient également de la gouvernance partagée. Du coup tu peux tourner Clotilde. Donc, la première approche qui a été présentée aux dirigeants dans la phase 1, donc c'était la gouvernance partagée. Donc, l'idée de cette approche-là, c'est de mettre en place des principes qu'on pourrait dire un peu plus démocratiques au sein des organisations, avec l'idée d'explorer de nouvelles façons donc de communiquer, de décider ensemble. C'est beaucoup lié à la communication non violente, et de concilier l'épanouissement des personnes et des organisations. L'idée était donc de réfléchir à la manière de faire ensemble et de trouver ce qui réunit à la fois les salariés, les dirigeants, les bénéficiaires, etc., autour de choses communes. Et cette approche, elle a été présentée par un organisme qui s'appelle HUM et qui appartient à l'Université du Nou. La deuxième approche s'appelle le management par la qualité de vie au travail. Donc, c'est une approche qui s'appuie sur les fondements de la qualité de vie au travail. On vous a mis la petite fleur de la qualité de vie au travail avec les 7 pétales sur lesquels on peut agir en tant que dirigeant ou en tant qu'organisation par rapport au travail, donc le contenu, la santé, mais aussi les relations, le management, etc. Et donc cette approche, elle s'appuie sur cette QVT pour promouvoir à la fois la santé, le maintien en emploi, la performance de la structure, qu'elle soit économique, sociétale ou sociale. C'est une approche qui a été présentée par Ressentez-vous, qui est en Nouvelle-Aquitaine. Et l'idée, là aussi, était d'avoir une santé globale des acteurs au travail et une efficience des organisations. Je vous ai fait, alors je ne l'ai pas fait pour la première puisqu'elle n'a pas été choisie, mais je vous ai fait un SWOT. Alors je ne sais même plus ce que ça veut dire en anglais, mais c'est force, faiblesse, opportunité, menace. L'idée était d'essayer d'identifier, de par les déplacements que j'ai qui sont assez réguliers au sein des services et au sein des approches, ce qui m'apparaissait comme pouvant être des forces de ces approches, des faiblesses,
mais aussi des opportunités et des menaces. C'est des choses, alors je suis ravie qu'il y ait des participants au programme, puisqu'ils pourront me dire si ça leur parle ou pas, ce que j'ai pu identifier. C'est quelque chose qui n'a pas pour l'instant vocation à être, qui n'est pas très scientifique, hein. C'était plutôt des réflexions qu'on a eues ensemble également avec Clotilde. Mais voilà, on voulait en tout cas au moins vous partager ça. La force de ce management par la QVT, c'est que, selon moi en tout cas, c'est qu'il agit sur plusieurs sphères de la qualité de vie au travail, encore une fois, hein, le contenu, la santé, les relations, le management. Et du coup, il est sans doute assez adaptable à toutes les structures, hein, comme certains ont déjà des programmes de QVT au sein de leur structure, c'est assez adaptable. Et ça permet aussi de combiner plusieurs approches, en tout cas l'approche telle qu'elle est présentée par Ressentez-vous semble permettre ça, et ils sont allés chercher un petit peu du Lean, un petit peu de l'approche Montessori, pas mal de gouvernance partagée, donc ça nous semblait assez intéressant. Les faiblesses, alors toujours entre guillemets, hein, mais c'est une approche qui nous semble complexe à expliquer et donc du coup à diffuser aussi notamment aux équipes de terrain. Et c'est une approche qui s'adresse plutôt aux encadrants et aux dirigeants. Je reviendrai tout à l'heure sur des exemples de réalisation qu'ont pu faire les services au sein de ces différents parcours. Mais voilà, on l'a trouvé un peu plus difficile à prendre en main pour les salariés et les intervenantes de terrain. Les opportunités, alors on l'a mis, là aussi c'est en rapport avec les menaces, mais c'est une approche qui nous semble permettre, et en tout cas c'est l'ambition de Ressentez-vous, d'outiller les services pour qu'ils puissent faire face à plusieurs enjeux, à plusieurs crises, quelles qu'elles soient, puisqu'il y a des crises sanitaires, des crises budgétaires, etc. Mais là, l'idée, c'était de pouvoir outiller les services sur l'ensemble de la QVT pour qu'ils puissent ensuite être autonomes et faire face à ces enjeux-là. Et puis, une autre opportunité, mais qui se superpose à la menace, c'est que cette approche QVT permet de se combiner à d'autres programmes, type ceux de la CARSAT, par exemple. Et en même temps, certains dirigeants m'ont dit à la fois c'est intéressant et en même temps ça se superpose et ça fait des strates et du coup on ne sait plus trop comment expliquer les uns les autres. Voilà, donc ce n'est pas des grosses opportunités ni menaces, mais voilà, ça faisait partie des choses qui nous ont été remontées sur cette approche-là. Ensuite, la troisième approche s'intitule Montessori dans l'aide à la personne. Et donc, c'est une approche qui se base sur les principes Montessori que l'on a plutôt l'habitude de voir auprès des enfants dans l'éducation et qui vise finalement à, l'idée étant, le principe de Montessori et d'aider à faire seul, que ce soit un enfant, mais finalement que ce soit aussi une personne en perte d'autonomie. Et donc, l'idée de cette approche, c'est de changer son regard et sa posture pour considérer donc non pas la déficience ou la pathologie, mais les capacités, les capacités notamment préservées. Et c'est une approche qui a permis notamment d'illustrer que même des personnes étant très dépendantes en JR1 peuvent parfois conserver certaines choses, certaines capacités de lecture, etc. Et on peut faire des choses malgré tout avec elles. Et donc l'idée étant d'aider la personne à décider et à faire au lieu de faire à sa place. Donc c'est également Ressentez-vous et AGED qui interviennent à ce titre-là, avec l'idée de ne plus être des aidants, mais des facilitateurs. Le SWOT de l'approche Montessori, alors dans les forces telles qu'elle est présentée, alors à chaque fois, hein, ce SWOT-là concerne ce que j'ai pu observer, tel que les approches sont proposées par les prestataires qui assurent les prestations pour Imano. Je ne sais pas comment se déroulent les formations Montessori dans le Nord, par exemple, et peut-être qu'on y retrouverait des choses différentes. En tout cas, ce que j'ai identifié comme force dans la formation proposée par Ressentez-vous et AGED, c'est qu'elle ne propose pas de prérequis, elle est très centrée sur le développement personnel et donc elle met un peu tout le monde au même niveau, que ce soit des auxiliaires de vie, les dirigeants ou les encadrants. Il n'y a pas de prérequis, c'est un vocabulaire assez accessible à tout le monde. Et puis elle est très très centrée sur les bénéficiaires, hein. Je le disais juste avant, elle parle beaucoup des bénéficiaires, ce qui fait sens du coup pour les aides à domicile qui se sentent parfois éloignés des questions managériales. Et puis, elle permet de re-questionner en profondeur le sens des activités, c'est-à-dire que les services ont pu réfléchir, enfin le service, il n'y en a qu'un qui a choisi cette approche, a pu réfléchir à finalement à quoi on sert, qui est-ce qu'on aide, à qui on doit rendre des comptes, est-ce que c'est à la personne, est-ce que c'est aux aidants, à la famille, qui parfois, on sait, vient aussi dicter différentes choses, différents besoins, différentes demandes vis-à-vis des aides à domicile. Donc, ça a ce mérite-là de poser des questions qui m'ont semblé assez intéressantes. La faiblesse ou les faiblesses, c'est que le discours n'est peut-être pas toujours compatible avec les contraintes des services. Je veux dire par là qu'une des choses qui a été évoquée lors des formations, c'était de se dire finalement le besoin
de la personne doit primer. Et donc, si elle a besoin un jour qu'on intervienne pendant 1 heure pour l'aider à faire sa toilette alors qu'on n'a que 20 minutes, c'est important de pouvoir prendre ce temps pour respecter son rythme, ne pas la brusquer, etc. Et effectivement, dans un monde idéal, c'est complètement entendable, sauf que, vous le savez mieux que moi, les plannings et les difficultés de financement, etc., sont aussi contraintes et que ce n'est pas toujours compatible. Une autre faiblesse, c'est que le lien au management apparaît pas toujours de façon évidente. Autant on voit bien le rôle avec les bénéficiaires, autant transposer ces principes dans le management n'est pas toujours facile. Et puis, c'est une approche qui est tellement introspective, qui invite vraiment à se questionner sur soi, qu'elle est du coup, elle en devient difficile à diffuser à tous ceux qui ne suivent pas la formation et qui n'ont pas fait partie de la phase 3 et 4 qui ont permis d'appréhender un peu plus en détail cette formation. Les opportunités qu'on a pu identifier, c'est qu'elle permet de pouvoir développer de nouvelles prestations, de nouvelles compétences pour les aides à domicile. Et pourquoi pas des activités donc, qui peuvent être proposées, notamment le service a mis en place des activités de lien social ou une activitothèque pour faire des jeux, des activités qui sont accessibles à des personnes dépendantes et qui permettent aux auxiliaires de vie de passer du temps rémunéré donc, sur ces prestations-là, qui est peu pénible physiquement et assez peu pénible aussi en termes de relations. Donc ça peut être aussi intéressant à ce niveau-là. Et puis ça permet de redonner du sens aux activités du quotidien, j'y reviendrai, mais l'approche a vraiment permis de réinterroger pourquoi les auxiliaires de vie font ce métier-là et du coup, quel est le sens de ces activités au-delà de faire du ménage, finalement, c'est de participer à une cause plus générale qui est de maintenir à domicile les personnes. Et puis, les menaces, entre guillemets, toujours, c'est que le modèle qui est présenté en formation risque d'être frustrant si derrière, il ne se traduit pas dans la réalité, puisque, encore une fois, il y a tout un tas de contraintes. Et puis, il nécessite aussi que les familles et les bénéficiaires adhèrent à la démarche, puisque certains ont pu dire, une auxiliaire de vie a dit, moi, j'ai passé du temps avec la personne, et quand la famille et les enfants sont arrivés au domicile, ils ont vu que je n'avais pas eu le temps de faire la vaisselle, parce que j'ai pris du temps pour discuter avec la personne. Et ils ont été assez mécontents. Donc, ça suppose pour le coup qu'il y ait une explication qui soit faite au préalable. Et puis, c'est un point d'interrogation, une interrogation de ma part. Est-ce que ces services-là, du coup, où on déborde et on prend le temps, ne risquent pas d'être réservés aux gens qui auront les moyens de pouvoir financer ces temps-là supplémentaires qui ne sont pas pris en charge par l'APA ou la PCH? Et donc, est-ce que c'est un risque? En tout cas, je ne l'ai pas observé, mais c'est une question que je me pose. Voilà pour Montessori. Alors, la quatrième approche, c'était le lean management dans l'aide à domicile. Le lean management, il vient à la base de l'industrie automobile et du Japon, notamment de Toyota. C'est une approche qui commence à dater un petit peu, qui date des années 50 ou 60, je crois, et qui a cette idée d'être dans une démarche d'amélioration continue, de performance et de motivation des salariés. L'idée est de faire de l'organisation une organisation apprenante avec tout un tas de remontées de problèmes de terrain les problèmes sont considérés comme positifs puisqu'ils permettent à l'organisation de s'améliorer et qui visent également à impliquer davantage les managers pour qu'ils puissent aller voir directement sur le terrain. C'est une approche dont la citation fréquente est c'est celui qui fait qui sait. C'est celui qui fait au quotidien, qui sait ce qui est bien dans son travail et qui sait comment le faire. Donc, il y a une reconnaissance là aussi des salariés terrain. Et c'est Rubiz, Laurent Missou Management, qui assure cette prestation. Concernant le SWOT, donc les forces identifiées, c'est que c'est une approche qui permet d'être assez efficace pour traiter les problèmes de terrain, dans le sens où en fait, les salariés sont invités à faire remonter ce qu'ils appellent les petits cailloux, les irritants, tout ce qu'on a dans la chaussure, là, qui n'est pas très grave, mais qui nous embête quand on marche, et qui permet de le traiter et donc d'améliorer petit à petit l'organisation. Il y a également une forte reconnaissance donc, de l'expertise du terrain. C'est une approche qui est très visuelle et qui permet là aussi d'afficher de façon visuelle le nombre d'heures, par exemple, un tableau de suivi avec le nombre d'heures réalisées, les absences, etc., qui permet de parler à tout le monde avec quelque chose de très simple. Et puis là aussi une approche centrée sur le bénéficiaire, puisque l'idée étant que l'amélioration, elle se fait au bénéfice des personnes dépendantes. Les faiblesses, c'est que c'est une approche assez difficilement accessible, notamment pour les salariés de terrain. C'est une approche qui est assez scolaire, très industrielle, avec des termes encore une fois, très industriels, beaucoup de termes en anglais, mais surtout en japonais. Donc, je vous laisse imaginer, si vous ne maîtrisez pas couramment le japonais, ce n'est pas toujours évident. Et puis, le lean souffre d'une image négative de rationalisation, d'économie. Il a été parfois utilisé à ce titre-là, et donc, voilà, il peut être rebutant de premier abord.
Les opportunités qu'on a pu y voir, c'était que les auxiliaires de vie peuvent se professionnaliser grâce à cette formation, puisqu'en fait, le Lean Management permet de faire reconnaître ensuite les acquis à travers la passation de ceintures. Alors, c'est comme au judo, on a des ceintures noires de Lean, et donc les auxiliaires de vie peuvent éventuellement, si elles le souhaitent, s'inscrire dans cette démarche-là. Et puis, voilà, on s'était dit que les outils de suivi d'activité étaient aussi sans doute des choses intéressantes et permettent de faire évoluer la structure. Les menaces qui sont remontées, c'est que les dirigeants qui ont mis en place cette approche-là et qui font un suivi qualité assez rapproché, ont pu dire que certains salariés l'avaient pris comme du contrôle, alors qu'il ne s'agissait pas d'aller contrôler que tel salarié faisait bien ou pas bien son travail, mais plutôt de voir la qualité du travail en général, et donc ça a pu être parfois mal compris. Et puis là aussi, comme c'est une approche très technique, la difficulté de former les salariés en profondeur et notamment ceux qui n'ont pas suivi les formations. L'approche Buurtzorg, donc, qui est la plus célèbre et dont vous avez peut-être entendu parler, qui est une approche qui vient des Pays-Bas, d'une organisation qui comprend maintenant, je crois, environ 12 000, alors plutôt des infirmiers, mais 12 000 personnes. Et cette approche-là, donc, elle vise à redonner du sens aux professionnels en se basant sur la confiance, sur la qualité de relation, notamment entre collègues, et elle se pose sur 3 piliers: l'autogouvernance, l'intégrité et une raison d'être évolutive. L'idée en fait de cette approche, c'est de fonctionner en cercle concentrique avec les bénéficiaires au centre, et puis les auxiliaires sont à côté, elles prennent soin des bénéficiaires. Les responsables de secteur encadrants prennent soin des auxiliaires de vie et les dirigeants prennent soin de tout ce monde-là et notamment des encadrants. L'idée étant de fonctionner donc en petite équipe autonome sectorisée aux Pays-Bas, ça veut dire, Buurtzorg veut dire soins de quartier. Là, ce n'est pas forcément sur des quartiers, mais sur des territoires où les auxiliaires de vie donc, réalisent elles-mêmes la planification et puis, pourquoi pas, certaines tâches, notamment le recrutement, l'organisation de leurs services, etc. Donc, concernant les forces, il m'a semblé que c'était une approche qui était importante sur l'enjeu central de la planification. C'est vraiment le nerf de la guerre, la planification, puisque c'est là qu'on y retrouve notamment l'absentéisme. Et donc, elle se centre beaucoup sur cette question-là. C'est une approche qui est assez médiatisée et qui, du coup, bénéficie de financements relatifs, notamment d'AG2R La Mondiale, relatifs à cette approche-là, donc qui permet aussi de se lancer dans ces démarches d'innovation avec un financement. L'organisation donc en petite équipe, elle évite en partie l'isolement qui est lié, que rencontrent souvent les salariés sur le terrain. Et puis, elle se combine, ce n'est pas que les équipes autonomes, c'est souvent combiné à une nouvelle gouvernance qui est plus horizontale, et donc ça nous paraissait assez intéressant à ce titre-là. Les faiblesses identifiées, alors je l'ai mis entre guillemets formation plaquée, dans le sens où les prestataires qui ont proposé cette formation ont proposé la même formation pour tous les services. C'est des formations qu'ils ont l'habitude de faire, et pour le coup, il m'a semblé que parfois, elle aurait mérité d'être plus adaptée à chacun des services. Donc, ce n'est pas une remise en cause forcément de l'approche, mais peut-être de la façon dont ça a été proposé, avec l'ensemble des rôles pour les auxiliaires de vie qui a été présenté de façon parfois pas toujours adaptée, ou en tout cas sans concertation avec les dirigeants. C'est une approche qui se base sur les entreprises libérées, donc qui peut porter l'idée d'un changement radical qui peut inquiéter, et puis qui reprend essentiellement le modèle managérial donc de l'approche Buurtzorg aux Pays-Bas, c'est-à-dire les équipes autonomes, sans le modèle de financement. Aux Pays-Bas, ça s'est accompagné d'une suppression de la tarification à l'acte, avec des financements global, je ne sais pas si ça se dit au pluriel. Et voilà. Et en France, on a repris essentiellement la partie managériale petite équipe sans forcément réinventer le système de financement, alors aussi parce que personne n'a la main là-dessus. Mais du coup, voilà, ça nous semblait être une faiblesse. Les opportunités, c'est vraiment une conciliation vie pro, vie perso des salariés, une forte sectorisation qui réduit les coûts, et puis un développement des compétences des auxiliaires de vie qui, du coup, peuvent faire leur recrutement, leur planification, etc. Les menaces, là aussi, ce n'est pas quelque chose que j'ai observé, mais c'était une question de se dire, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir les salariés les plus capables, entre guillemets, de faire le planning, de faire le recrutement, de s'adresser aux médecins pour se coordonner, à l'infirmier, etc. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'avoir des super équipes qui fonctionnent bien, et toutes celles qui sont plus en difficulté risquent de s'exclure de ces démarches-là? C'était une question. Et puis, ces temps passés à la planification doivent bien sûr être assortis d'une revalorisation financière, en tout cas à minima rémunérés comme du temps de travail, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis le risque, certains salariés ont pu dire que ça avait aussi un risque de hausse de la charge mentale, de se dire le soir, en plus de la journée, il faut penser au planning et imaginer comment ça va se passer demain, etc.
Voilà pour l'approche Buurtzorg. Et la dernière approche, qui s'appelait au tout départ approche plurielle et qui a été renommée organisation collaborative, c'est une approche qui s'inscrit donc dans une synthèse des autres approches, qui reprend des outils de ces approches-là, mais qui est très orientée sur la posture managériale et notamment sur le mouvement des entreprises libérées. Et elle est proposée donc par un cabinet qui s'appelle Sens Collectif. Les forces de cette approche, c'est que donc elle combine plusieurs approches, comme son nom l'indique. Donc elle permettait aussi de ne pas choisir, entre guillemets, de ne pas faire de choix. Donc c'est d'ailleurs 5 services, c'est la majorité qui ont choisi cette approche-là, 5 services sur 14. Et donc elle insiste également sur l'importance des salariés terrain, et puis elle permet de clarifier la raison d'être des structures et leurs valeurs. Les faiblesses, c'est qu'elle repose beaucoup sur le dirigeant. Elle considère que tout repose sur les épaules du dirigeant. Et que là aussi, je l'ai déjà dit, mais cette idée d'entreprise libérée, elle peut inquiéter certains, les fonctions de support, des DRH ou des directeurs financiers, etc. L'opportunité ou les opportunités de cette approche, c'est aussi de se diversifier, de se spécialiser sur une ou plusieurs approches, et puis pourquoi pas d'aller jusqu'au bout vers des modèles plus horizontaux, type société coopérative, où là, pour le coup, tout le monde possède une part de la structure et tout le monde a un droit de vote. Les menaces, c'est là aussi des frustrations des équipes si le changement ne suit pas ce qui est proposé en formation. Un risque de désorganisation si la volonté du dirigeant reste seule, et puis si, en cas de départ du dirigeant, est-ce que le projet se poursuit tant ça repose sur ses épaules. Voilà pour les approches. Clotilde, du coup, tu me dis, j'ai pris du temps, donc voilà, tu me coupes si besoin, mais rapidement, sans développer, des exemples de choses qui ont été faites. Donc, il y a beaucoup de choses sur la communication, qu'elles soient internes ou externes, notamment des services ont remis en place ou créé des journaux internes parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un peu besoin de communiquer. Certains ont repensé leur site internet. Beaucoup ont remis en place des réunions de service, soit plus fréquentes, soit plus grandes, parfois en autogestion par les équipes. Il y a eu aussi des créations de groupes de discussion entre salariés, notamment sur les réseaux sociaux, WhatsApp, etc. Beaucoup de services aussi ont mis en place des groupes de travail ou des tests. Par exemple, dans le cas du Lean, les mises à jour des fiches missions qui sont portées par les salariés, des groupes de travail sur la sectorisation, sur les horaires, sur les irritants, donc c'est ce petit caillou à faire remonter, des choses autour de la convivialité, les gens avaient besoin de se retrouver, et puis sur les bonnes pratiques. Et puis, une bonne partie des services ont aussi défini leur raison d'être, qu'est-ce qui les regroupe tous ensemble, pourquoi est-ce qu'ils travaillent et avec quelles valeurs. Beaucoup ont également travaillé l'autonomisation concernant les plannings avec la constitution d'équipes. Et puis, là aussi, des journées de cohésion, de convivialité ont été pas mal organisées, à la fois pour communiquer sur le programme, mais aussi pour se rencontrer. Et puis, certains auxiliaires de vie ont pris en main différentes activités pour les bénéficiaires. Il y a des services qui ont mis en place des groupes de marche à pied, notamment à l'AMSAD. Géraldine peut-être en parlera tout à l'heure. Et puis, une activitothèque, là, c'était plutôt sur Montessori, des activités de jardinage également, qui viennent illustrer que peut-être l'autonomie confiée aux salariés permet de proposer des choses pour les bénéficiaires qui n'auraient pas été proposées sans cette autonomie-là. Je vais passer peut-être, Clotilde, sur la réflexion. Tu me dis si voilà, c'était plutôt des enjeux. On pourra vous envoyer le PowerPoint. C'est plutôt des réflexions et des questions. Si on manque de temps, on peut passer ces slides-là. Celle-ci aussi, du coup, enjeu du programme et de l'après-programme aussi? Oui, ou pour dire un mot, mais voilà, l'idée, c'était les enjeux, c'est comment est-ce qu'on poursuit ce programme quand on n'a plus de financement ou quand on n'en a pas ou quand le programme s'arrête. Comment est-ce qu'on arrive à toucher plus de personnes, et ce, alors que les salariés de terrain donc, sont encadrés à distance. Donc, comment est-ce qu'on arrive à les capter alors qu'elles viennent une fois par mois, parfois au bureau? Comment est-ce qu'on finance tout ça, ces nouvelles compétences, ces nouvelles tâches? Une attention à porter aux effets sur l'encadrement intermédiaire. C'est pour ça aussi que Clotilde avait souhaité organiser un temps d'échange avec cet encadrement intermédiaire, notamment les responsables de secteur, puisque c'est principalement elles qui sont impactées par ces nouvelles postures, ces nouvelles organisations. Et puis, la nécessité d'avoir des outils digitaux adaptés. Vouloir communiquer, c'est bien, mais quand c'est installé sur les téléphones perso, quand c'est sur des choses comme ça, c'est sans doute des dérives qu'il faudrait pouvoir adapter, mais parce qu'on manque sans doute de logiciels qui permettent ce genre de choses-là. Voilà pour les enjeux. Merci beaucoup, Lucie. Elle avait un challenge un peu difficile, puisque, vous voyez, en temps court, elle vous a fait un tour d'horizon des 6 approches managériales sur lesquelles ont été formés et sensibilisés les dirigeants, et donc des parcours qui ont été retenus par plus ou moins de personnes. Et donc là, l'idée, c'était de vous partager, parce qu'au-delà de ce contenu-là, ce qui nous paraît aussi très intéressant,
ces témoignages de personnes qui se sont engagées dans ce programme-là. Alors, je vous montre tout de suite les noms, puis je vais après arrêter ce partage d'écran pour qu'on ait le plaisir de se voir. Alors, ceux qui peuvent remettre leur caméra, c'est tellement plus agréable de se parler avec des visages que l'on aperçoit plutôt que de parler à des petites étiquettes avec vos noms dessus. Voilà, je tends la perche. On a Cathy Meunier, dirigeante d'ADN 87, Géraldine Vigneault, infirmière coordinatrice de l'AMSAD, Marion Coraz, auxiliaire de vie à domicile, et Zora Maatala, je n'ai pas mis le nom des structures, pardon. Marion et Zora donc, sont du GCSPI, donc CCAS de Lormont plus spécifiquement. J'arrête ce partage d'écran pour qu'on vous voit encore mieux, mesdames. Merci d'avoir accepté donc, de partager. Et sans plus attendre, l'idée, c'était de leur poser des questions assez courtes pour des réponses assez courtes et en même temps pour justement aller les aiguiller dans ces différents sujets. J'ai envie de commencer par toi, Cathy, parce qu'en tant que dirigeante, tu as fait partie justement des premiers qui ont accepté de t'engager dans cette transformation. Est-ce que tu peux nous dire, voilà, qu'est-ce qui, à un moment donné, t'a motivé à t'engager dans ce projet de transformation? Qu'est-ce que tu en attendais en tant que dirigeante? Bonjour à tous, pour ceux qui sont arrivés, que j'avais dit bonjour. Alors moi, au départ, en fait, Clotilde, quand on s'était rencontrés sur ce programme Imano, on partait à l'aventure, en fait. C'était un petit peu flou pour moi. Et en fait, alors, moi, à l'époque, c'était avant Covid, hein, donc je n'avais pas forcément de difficultés de recrutement, de difficultés managériales. Mais par contre, je n'étais pas forcément alignée avec, les façons de faire, les façons de manager. Donc, je me suis inscrite dans le programme parce que je pense que nos structures et puis étaient arrivées un petit peu, enfin nos façons de faire étaient arrivées un petit peu à bout de souffle. Et donc, rien que dans le mot innovation managériale, je me suis dit, je vais me nourrir de ça. Et c'est là que j'ai connu les différentes approches, les 6 approches, et que j'en ai choisi une. Et du coup, qu'est-ce que tu attendais à ce moment-là? Est-ce que tu savais déjà un petit peu ce qui te titillait? Ce qui me titillait, c'est que je te dis, le système, je voyais bien qu'on tournait en rond, que le système était à bout de souffle, on commençait à avoir des problèmes de recrutement, problèmes d'attractivité, et j'étais pas alignée. En fait, j'étais pas alignée avec tout ça. Je me disais, il faut faire quelque chose. Je sais pas quoi. Voilà. Je savais qu'il fallait faire quelque chose. Je savais pas quoi. Et en fait, avec le programme, ça m'a laissé le choix. Le choix parce que il y a eu 6 approches, et dans ces 6 approches-là, il y en a une où moi, je me suis réellement retrouvée. J'ai dit, mais voilà, c'est ça. Ça m'a paru comme une évidence. Merci Cathy pour ce premier témoignage. Donc c'est intéressant parce que Cathy dirige une entreprise de service à l'aide à domicile. Maintenant, on va écouter le témoignage de Géraldine, infirmière coordinatrice d'une association. Et après, on aura donc de Marion et Zora d'un CCF. Donc on a bien 3 structures différentes au statut juridique. On voit bien que toutes se sont engagées dans cette transformation. Alors Géraldine, du coup, c'était Jacques Vidal, le dirigeant, qui s'est engagé dans la transformation. Mais quand on t'en a parlé, quand il t'a raconté qu'il avait envie de t'embarquer, de vous embarquer là-dedans, qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce qui t'a intéressé, intrigué? Parce qu'ensuite, tu as fait partie de cette équipe du changement qui a suivi la formation et la phase 3 et la phase 4. Oui, en fait, il nous avait présenté toutes les formations auxquelles on pouvait participer, donc les 6 méthodes. Il nous a permis de choisir la méthode qu'on voulait. Donc, c'est l'ensemble du personnel de l'AMSAD qui a choisi la méthode, ce n'est pas seulement Jacques. Voilà, parce qu'on était en surcharge de travail, on n'y arrivait plus au quotidien, ça devenait compliqué. On commençait déjà, nous, à avoir des problèmes de recrutement. On commençait à avoir des difficultés à faire les mises en place, que ce soit au niveau du SAD ou au niveau du SIAD. On était tous en surcharge de travail et nous, on demandait des postes supplémentaires. Donc, il nous a dit que ce n'était pas la solution, qu'il fallait qu'on fasse des formations et qu'on allait, avec les nouvelles méthodes managériales, trouver d'autres solutions. Donc, du coup, c'est ça qui m'a motivée. Et ensuite, j'ai participé à la formation parce que nous, ça fait partie aussi des changements. J'ai été élue par mes pairs, en fait. On est parti, Jacques Vidal, Karine Lebihan, qui est la directrice du pôle d'intervention, une IDEC et une responsable de secteur. Mais nous, toutes les deux, on a été élus par nos pairs. Et une aide à domicile qui a été élue aussi par ses pairs sans avoir été candidat, en fait. Donc, voilà. Donc, ça a été déjà le début du changement managérial pour nous. C'était nouveau pour nous, voilà. Effectivement, c'est un des outils qu'on avait pu voir dans le parcours gouvernance partagée. C'est ce que tu appelles, ça s'appelle l'élection sans candidat. Et du coup, c'est un des changements que tu soulignes, effectivement. Ouais.
C'était l'un des premiers changements pour entrer dans la formation, en fait. Merci Géraldine. Marion et Zora, pour vous également, donc c'est Émilie Rubio, donc la responsable du service d'aide à domicile du CCAS de Lormont, qui s'est engagée, qui a suivi la phase de sensibilisation, et puis qu'un jour vous en a parlé. Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qui vous a interpellé? Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand elle vous a partagé ce projet de changement? Alors moi, déjà, elle m'en avait parlé quand j'ai fait mon entretien il y a 1 an, parce qu'il n'y a que 1 an que je suis au CCAS, avant j'étais sur une asso. D'accord. Et lors de l'entretien, elle m'en avait parlé justement de ce programme. Et je trouvais ça bien de pouvoir s'investir, nous aussi, en tant que salariés, qui nous fassent participer en fait à l'organisation du programme managérial. Donc toi, ce qui t'intéressait, c'était de te dire, je vais pouvoir participer, m'investir davantage dans la structure? Ouais, parce que c'est pas partout. Parce que c'est pas partout. Et toi, Zora, qu'est-ce qui t'a intéressé dans ce qui t'a été présenté? En fait, c'est la même raison, effectivement, d'être investi sur l'organisation du service, c'est la réorganisation du service, parce que moi, ça fait 3 ans que je suis au sein du service. Effectivement, d'apporter aussi une pierre à l'édifice et puis de changer les choses, parce qu'effectivement, il y avait comme voilà, le service était à bout de souffle, on a aussi des problèmes de recrutement. Et au niveau des plannings, c'est vrai que nous, on est très impacté justement par le manque de personnel et ça devenait un peu problématique avec des arrêts maladie, etc. Donc voilà. Ça permettait effectivement de redonner un nouveau souffle au service et voilà, voir les choses différemment. Merci pour ces partages-là. Du coup, maintenant, la question suivante, c'était dans tout ce programme Imano, quel a été le moment fort du programme, le moment qui a peut-être un peu fait déclic? Cathy, tu as coupé ton micro en même temps que j'allais t'apostropher d'abord. Pour toi qui as suivi du coup les 4 phases, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit c'est vraiment, ça y est, j'ai compris ce que c'était et je vois un peu mieux ce que je veux faire? Ou est-ce que c'est plusieurs moments? Voilà, qu'est-ce que tu as envie de nous partager de ce programme Imano auquel tu as participé? Moi, le déclic, ça a été, alors c'est vrai qu'au début, les premières phases et les 6 approches, c'était un petit peu flou pour moi. Quand j'ai eu l'approche Burzog, celle qu'on a choisie, j'ai dit oui, là c'est ça, etc. Mais vraiment, les moments forts, c'était les moments où on s'est tous retrouvés, toutes les structures, ensemble afin d'échanger. Parce qu'on s'est dit, déjà, on n'est pas tout seul, déjà, on a les mêmes problématiques de tous milieux différents. Et c'était un réel moment de solidarité et puis d'échange. Et je me suis dit, mais non, mais là, c'est super chouette parce que je pense que tous ensemble, peu importe, de toute façon, peu importe la méthode qu'on va choisir, on a déjà fait le plus gros. On s'est engagé, on a déjà fait le plus gros. Et malgré tout, même dans toutes les méthodes qu'on a choisies, on a mis des choses en place. Chez nous, ça a été des réunions, ça a été expliquer nos valeurs, et on s'est inspirés les uns des autres en fait. Et ça a été un réel plus et des réels moments importants, moi, à mes yeux en fait. C'est tant d'échanges entre structures, quoi. Et ce côté inspirant les uns des autres. Merci Cathy. Géraldine, alors toi, je sais que tu as donc suivi la formation phase 3 et phase 4. Quels ont été les moments clés pour toi, les moments où ça a vraiment généré en toi un engagement encore plus fort ou une motivation encore plus importante? Mais au début, ça a été, on va dire, assez perturbant parce qu'en fait, on a revu un petit peu nos rôles, notre quotidien. En fait, on s'est posé beaucoup de questions sur notre métier, notre raison d'être, nos valeurs. Donc, du coup, ça a permis de vraiment se poser, de faire une parenthèse. C'était un peu une bulle quand on partait en formation parce que du coup, on arrivait vraiment à se poser en dehors de l'urgence du quotidien. Et ça m'a fait prendre conscience qu'en fait, on faisait beaucoup de choses dans l'urgence et qui n'étaient pas forcément urgentes. Voilà. Et qui n'étaient pas forcément de mon rôle non plus, qui pouvaient être gérées par d'autres personnes. Et c'est là que, voilà, on revoit un petit peu nos rôles à chacun, que ce soit, voilà, ça, les cadres intermédiaires, c'est toujours, voilà, c'est pas, des fois, le positionnement n'est pas toujours évident. Des fois, on pense bien faire en faisant à la place des salariés qui sont sur le terrain. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, je peux donner un exemple. Par exemple, moi, au niveau du SIAD, j'ai des tournées, je suis astreinte. Avant, c'était moi qui avait une absence et je gérais l'absence. Sauf qu'aujourd'hui, elles m'appellent, elles ont trouvé la solution toutes seules. Moi, je fais juste que valider sur l'ordinateur parce qu'on a un problème informatique où elles ne peuvent pas le faire. Mais je ne fais plus du tout ce que je faisais avant. Enfin, voilà,
Et c'est vrai que le fait on a appris beaucoup d'outils, que ce soit les petits cailloux, le flash codel, voilà, on a eu plein d'outils qu'on a pu expérimenter lors des journées et après avec nos collègues. Et c'est vrai que ça a bien aidé. Après, ça a été plus facile quand on a embarqué nos autres collègues, parce qu'au début, on n'était que 5. Et être que 5 sur 350, c'est pas évident. Ils nous regardaient un peu bizarrement au début, parce qu'ils disaient d'où ils arrivent. Voilà, on avait du mal à embarquer tout le monde, mais maintenant, la mayonnaise prend et là, on fait des séminaires pour que tout le monde puisse être au courant de ce que l'on fait. Ouais, donc, ce que je retiens dans ce que tu nous partages, c'est vraiment un des moments clés, c'est quand tout le monde a été embarqué pour justement permettre de diffuser et de mettre en pratique vraiment ce que vous aviez appris, avec un intérêt sur ces outils expérimentés en formation et qui vous aident du coup au quotidien. Et finalement, vous avez revu votre rôle, votre place. Et maintenant, vous laissez faire beaucoup plus les professionnels et à cause des outils, vous entérinez ce qui est fait encore, mais un jour, les outils se modifieront. Merci Géraldine. Marion et Zora, du coup, je ne sais pas si vous avez fait donc la formation phase 3, je ne crois pas vous avoir vu, mais formation phase 4 peut-être. Phase 4, c'est les journées de formation actuellement, voilà, exactement. Oui, c'est ça. Alors du coup, racontez-nous, pour vous, c'est quoi qui a été les moments clés, quels sont dans ces journées de formation ou bien dans ces moments finalement que vous vivez au quotidien au sein du service, qu'est-ce qui a été le moment où vous vous êtes dit « Waouh, je vois que ça se concrétise vraiment sur le terrain ». C'est quand on avait fait la grande réunion, grand groupe, quand on était les 5 communes à travailler après en petit groupe, avoir mélangé avec les autres communes, partagé sur les valeurs, tout ça. Donc, en fait, peut-être juste pour expliquer, c'est qu'effectivement, le GCSPI, c'est 5 CCS qui travaillent vraiment de concert. Et toi, Marion, ce que tu as retenu, c'était cette journée de séminaire que vous avez fait tous ensemble, qui vous a permis de vous fédérer autour de valeurs partagées et ensuite de retravailler en sous-groupe. C'est ça, Marion? Ça. Et après au CCAS, parce qu'on a plein de petits groupes après au CCAS où on travaille dessus. Ouais. Sur les valeurs, le recrutement, plein de choses. Chouette. Bon, je te repose la question juste tout à l'heure, du coup, pour justement aller dans le détail de ces plein de choses. Moi, ça m'intéresse. Merci, Marion. Zora, du coup, tu allais nous partager. Alors, du coup, suite à cette journée collective, il y a eu un second groupe le lendemain et du coup, de là a émergé une équipe du changement, du coup, qui se réunit tous les 2 mois, qui est composée d'aide à domicile, d'assistants de planning, de responsables de secteur. Et du coup, là, on échange sur justement ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, les tests que l'on a réalisés. Et du coup, là, on partage sur notre expérience et puis on prend ce qui nous intéresse pour ensuite nous-mêmes les pratiquer, en tout cas les améliorer au sein du service. Voilà. Super. Donc, vraiment, le déclic, c'est cette équipe du changement qui s'est mise en place, qui se réunit tous les 2 mois. Qui permet aussi de partager un peu le quotidien de ce que vous avez chacun mis. Ouais, et là, on a mis vendredi, donc on a mis en place une date pour pouvoir tous se réunir lors d'une soirée avec tous les CCAS, avec justement pour partager des moments tous ensemble. Voilà, en septembre. Voilà, ça a été suite à ce groupe de travail, ce groupe de changement, pardon. Et donc, ce groupe du changement, cette équipe du changement, elle est au sein de chaque CCS ou c'est une seule et même équipe du changement? Une seule et même équipe au sein du groupement. Et certains CCS ont justement mis en place des mini-groupes de changement dans chaque CCS, voilà, avec plusieurs personnels de tout corps de métier, aide à domicile, assistant de planning, etc. Mais dans chaque CCS. Super. Voilà. Merci. Alors, du coup, arrivons au fait. Quels sont les premiers pas de ce que vous avez mis en place et les premiers résultats? Est-ce que, Cathy, tu pourrais nous partager, toi, les premières choses concrètes que vous avez mises en place et les premiers retours, des premiers éléments concrets que vous avez pu observer? Alors, les premiers éléments qu'on a mis en place, on a créé des groupes de travail sur la planif avec les auxiliaires de vie. Et des groupes pour mieux communiquer sur WhatsApp, Signal, enfin et donc rien que ça déjà, ça a enlevé une belle épine du pied à tous les responsables secteurs sur leur planning ou sur des petites informations où tout le monde a communiqué ensemble. Voilà, ça a été la première chose que nous avons faite. Donc l'amélioration de la communication, c'est ça que j'entends du coup. Oui.
Après, bon, alors la première chose, si on a fait des réunions pour expliquer la transformation. Alors, inutile de vous dire que quand on a expliqué voilà, aux cadres responsables secteur et aux auxiliaires de vie que maintenant elles allaient gérer leur planning, leur recrutement et aussi les évaluations des bénéficiaires, tout le monde m'a regardé, il ne savait pas si j'étais saoule ou si j'avais pris quelques drogues que ce soit. Donc voilà, ça a été ça le premier étonnement. Et ensuite ça s'est fait, je pense, assez naturellement. Chouette, super. Donc, des réunions pour vraiment impliquer tout le monde et des groupes de travail, là, très concrètement, sur la planification, des groupes WhatsApp Signal pour partager. Donc, un des premiers effets, c'est une communication qui commence à s'améliorer et qui est facilitée au sein de la structure. Nous, à l'heure actuelle, alors oui, c'est ça, c'est des remplacements maintenant qui se font entre les personnes, c'est une meilleure communication, c'est un meilleur respect en fait des uns avec des autres. Alors après, nous, on a aussi suivi des formations de coaching pour améliorer la communication. Ouais. Donc, voilà, les premiers effets, c'est déjà moins de stress, plus de communication, une meilleure prise en charge des personnes, des remplacements qui sont faits, je ne sais pas, l'autre jour, je regardais sur une semaine d'absence, quelqu'un qui était malade sur une semaine, le remplacement a été fait en 6 minutes. Même une responsable secteur ne peut pas faire un remplacement en 6 minutes sur une semaine d'absence. Voilà, chapeau, quoi. Oui, c'est clair, c'est clair. Donc, une formation en coaching, j'ai retenu aussi, et du coup, moins de stress, des remplacements qui sont plus faciles et une meilleure communication. Voilà, le plus difficile, de toute façon, enfin, bon, après, tu me connais, hein, Clotilde, je suis un petit peu cash. Nous, la plus grosse difficulté, en fait, ce n'est pas au niveau des auxiliaires de vie, parce que, moi, à mon sens, les auxiliaires de vie, on les a remis au centre, on a remis l'église au centre du village, elles ont repris leur place, en fait, qu'elles doivent avoir. Nous, le plus difficile, ça a été surtout les équipes encadrantes et les responsables secteurs, puisque moi, j'avais embauché des personnes en tant que responsables, et là, je leur ai expliqué qu'elles ne seraient plus responsables, elles seraient là pour se mettre au service des auxiliaires de vie. Donc, c'est un changement quand même de paradigme, de posture. Moi, dans l'action, j'ai des cadres qui sont partis, cette transformation ne leur convenait pas. Donc, il faut dire aussi que, voilà, que c'est aussi un gros changement et il y a des personnes à qui ça ne convient pas. Merci pour ce partage effectivement en transparence. Du coup, on a une encadrante intermédiaire. Géraldine, toi, tu es restée. Et alors justement, oui. Raconte-nous, toi, qu'est-ce qui finalement, quels ont été les premiers pas? Tu nous as déjà parlé de cette élection sans candidat qui a impulsé finalement cette dynamique du changement. Est-ce que tu peux nous partager d'autres petits pas et quels résultats, quels impacts ça a pour vous, quoi? On a fait une grosse journée, un gros séminaire où on a établi les valeurs. Et du coup, la raison d'être a été écrite par les salariés. Donc, c'était sur la base du volontariat. Donc, on a eu quand même pratiquement plus d'un quart de l'effectif qui est venu. Et après, il y a eu un comité de rédaction et qui a écrit notre raison d'être. Et là, aujourd'hui, on en est chacun à écrire notre raison d'être par fonction, en fait, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on va devenir, nous, les encadrants intermédiaires, justement. Voilà, ça c'est une première étape. Après, nous, on a plusieurs groupes de travail qui sont en cours sur la planification. On en a un au niveau des auxiliaires de vie, parce qu'on est une énorme structure, on est 350. Une au niveau des auxiliaires de vie, où elles sont en train de faire sur un territoire pour faire au plus près de chez eux les bénéficiaires et de faire tout en autonomie. Donc là, ça ne va pas tarder à commencer et ça va être en expérimentation. On est en expérimentation au niveau du soin. Des aides-soignantes, là, elles ont fait pendant 2 mois, elles ont refait leur planning aide-soignante totalement, en partant sur la base de ce qui se faisait à l'hôpital grande et petite semaine, parce qu'en fait, on manquait de salariés le soir, donc on ne comprenait pas pourquoi, alors qu'on avait l'effectif pour pouvoir avoir autant de salariés le matin que le soir sur nos tournées. Donc là, ça a été c'est passé, ça a été voté, donc elles vont changer à partir du mois d'octobre, elles auront des nouveaux plannings des aides-soignantes, voilà, qui sont plus compatibles pour une vie de famille. Elles auront des week-ends de 3 jours et elles auront seulement un jour qu'elles appellent sec, c'est-à-dire juste un jour isolé travaillé dans le mois. Sinon, quand elles travailleront maximum 4 jours et minimum 2 jours. Et elles auront des week-ends de 3 jours. Voilà. Ensuite, on a commencé aussi les visites à domicile de tous les nouveaux dossiers GIR 1, GIR 2, c'est-à-dire avec l'auxiliaire de vie et l'infirmière coordinatrice. Les GIR en dessous, ça sera avec la responsable de secteur.
ce qui permet en fait de réaliser la fiche de mission dès le départ, d'avoir le contact. Et on a aussi en expérimentation les équipes PH, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on avait des heures PH qui étaient non réalisées par manque de savoir des besoins des bénéficiaires, on ne les connaissait pas suffisamment. Et en fait, on avait des gros plans qui étaient non utilisés. Donc là, c'est pareil, j'ai commencé, du coup, là, c'est l'infirmière coordinatrice qui l'a fait, j'ai commencé à faire les visites et du coup, les aides à domicile sont référentes du dossier. Donc, c'est plus facile pour la mise en place, c'est plus facile et quand il y a des changements par rapport à des rendez-vous extérieurs, enfin voilà, elles sont beaucoup plus autonomes et du coup, j'en ai une par exemple qui est en train d'organiser une sortie aux eaux de Royan avec le bénéficiaire au mois de septembre. Voilà. Partir toute la journée. Donc, on a regardé au niveau du droit du travail, par rapport au trajet en voiture, combien ça faisait, combien il fallait qu'il parte la journée, est-ce que c'était possible. Et du coup, c'est possible. Donc, ça va se faire sur une journée au mois de septembre. Voilà, on l'a libérée de ses autres bénéficiaires pour qu'elle puisse, voilà, pour qu'ils puissent, parce que c'est un aide à domicile qui a ce projet. Voilà. Donc, je trouve ça super. Enfin, voilà. Et après, on a aussi un groupe, vous en avez parlé tout à l'heure, un groupe de marche en expérimentation qui va faire parce qu'on est sur 4 secteurs, on va dire, 4 gros secteurs, qui a déjà fait un secteur, là, qui est sur un autre. Et ça marche super bien. Mais par contre, c'est que des bénéficiaires PH. Du coup, voilà, pour l'instant, hein, après, on verra plus tard. Mais apparemment, on a eu le premier bilan, c'est vraiment des gens qui ne sortaient pas de chez eux, qui ne marchaient pas, qui ont marché jusqu'à 10 km. Hein. Ça paraît énorme, voilà, pour des gens qui ne bougeaient pas du tout. Et du coup, ils ont gardé contact entre eux et il y en a d'autres qui continuent de le faire sans les salariés. En fait. Du coup, ça crée aussi une dynamique auprès des bénéficiaires entre eux. Et là, ils sont en train d'essayer d'organiser, parce qu'on a des locaux qui permettent, des karaokés avec des bénéficiaires. Super. Alors, ce que j'entends, il y a ça foisonne d'idées. Ah ouais. Ouais. Ce travail sur la raison d'être et à la manière collective de la structure, mais aussi par fonction, et qui vient justement croiser la difficulté que partageait Cathy au niveau de la fonction, notamment d'encadrant intermédiaire. Et puis, ce travail avec justement des visites à domicile, en fait, finalement, vous revalorisez vraiment les auxiliaires de vie en tant que référente, en tant que justement avec tout l'intérêt de ce qu'elles puissent partager sur les besoins des bénéficiaires. Et du coup, ça crée des nouvelles activités et donc plus de liens et de qualité au service des bénéficiaires. Tout à fait. Merci Géraldine pour ce partage. Marion et Zora, alors vous de votre côté, quels ont été les premiers pas? Quels sont les retours de votre côté? En quoi ça change quelque chose au sein de votre structure et de vos bénéficiaires? Mais là, dernièrement, jeudi dernier, on a fait le rallye des métiers. Et en fait, c'était sur une salle qu'on avait à côté. Et en fait, on a réaménagé en fait, la pièce comme si on était chez un bénéficiaire, un appartement de chez un des bénéficiaires, pour pouvoir montrer aux personnes qui arrivaient, pour voir comment ça fonctionnait. Donc, il y avait le salon, la cuisine, un lit médicalisé avec du matériel pour pouvoir montrer comment ça se passait chez un bénéficiaire. Et donc ça, c'est une action que vous avez mise en place dans le cadre du rallye. Et ça, c'est vous en tant qu'auxiliaire qui l'avez animé. Comment ça s'est passé? Oui, on était des aides à domicile, auxiliaires de vie et les chefs de secteur. Et concrètement, les petits pas en termes d'innovation matérielle, qu'est-ce que vous avez mis en place également au sein de votre structure? Et qu'est-ce que ça change pour vous en tant qu'auxiliaire de vie, Marion? On a fait aussi les planifications des week-ends. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez mis en place des groupes de travail là-dessus? Oui, groupe de travail, on est 6, 7, je crois. Donc, bien casse-pied, on va dire. On a mal au crâne au bout des 3 heures. C'est les rotations week-end, oui. C'est les rotations pour le week-end. Et du coup, c'est elle qui s'en occupe. Voilà, elle sectorise et elle… sectorise, faire attention aux vacances. Voilà. Et est-ce que du coup, là, le résultat trouvé vous paraît plus adapté que si ça avait été les responsables planning qui l'avaient fait? Oui, je pense, ouais. Du coup, en tout cas, pour nous, c'est plus… Oui. Oui, et nous aussi, puisque c'est quelque chose qu'on voit qu'elles font et que du coup, on voit le travail que c'est et que nous, on soit impliqués dedans, je pense que c'est bien aussi. Il y a moins de retours, en tout cas pour nous, voilà, on a moins de retours. Comme c'est entre collègues, voilà, elles sont plus satisfaites de ce qui est fait puisqu'elles sont sur le terrain, elles voient au niveau de la sectorisation ce qui est faisable ou pas. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas cette visibilité. Voilà, donc c'est vrai que c'est plus… Ça reflète bien le travail qu'elles font sur le terrain. Donc, voilà.
Et alors, quelles sont les plein de choses que vous avez mis en place également? Tout à l'heure, vous avez dit, on a fait plein de choses. Peut-être que Zora, vous avez, dans le cadre de cette équipe du changement, quels sont les différents autres groupes de travail que vous avez mis en place? Sur les plannings, en fait, on a fait un premier groupe de travail pour revoir les plannings. Effectivement, il y avait des problèmes de sectorisation. Donc là, les aides à domicile, on était avec les responsables du secteur, donc on avait mis sur le tableau tout ce qui allait pas avec des post-it. Donc tout le monde a pu s'exprimer par rapport à ça. Et donc, du coup, on est ressorti une réorganisation des plannings, un aménagement de temps de travail pour certains des collègues qui voulaient travailler ou le matin ou l'après-midi. Donc, il y a des binômes qui se sont créés. Donc, une semaine sur deux, donc elles se sont dispatchées le planning. Et il y a des personnes aussi, des aides à domicile qui travaillent uniquement l'après-midi ou uniquement la journée, jusqu'à 17h. Donc là, effectivement, au niveau du bien-être au travail, on ressent les effets, on a moins de maladies. Donc en tout cas, les collègues sont très satisfaits de cette écoute et d'avoir entendu le mal-être, le stress des aides à domicile qui avaient énormément d'heures suite à des arrêts maladie, etc. Donc un réaménagement du temps de travail qui en est ressorti de ce groupe de travail. Merci mesdames. Et du coup, peut-être dernière question. Aujourd'hui, pour vous, ce serait quoi les réserves que vous avez, les questions que vous avez aujourd'hui et surtout les espoirs que vous avez pour la suite de la démarche? Cathy, est-ce que tu aurais envie de nous dire, tu as partagé déjà un peu la difficulté au niveau de l'encadrement intermédiaire, mais est-ce que tu nous partagerais là, en guise un peu de conclusion de cette intervention, quelques mots sur les limites, mais surtout les espoirs que tu as par rapport à cette démarche-là? Les limites, c'est nos limites en fait, Clotilde, puisque en fait, cette démarche, c'est tellement logique. C'est ceux qui font qui savent. Donc, je pense que cette démarche-là, alors les espoirs, je pense qu'on pourrait le dupliquer partout, mais pas que dans l'aide à domicile, parce que c'est tellement logique. C'est tellement logique de redonner la main aux personnes qui font et qui savent. Et ça me paraît tellement logique que je pense que c'est des approches où on pourrait le dupliquer partout, pas que dans l'aide à domicile. Merci Cathy pour ce témoignage. Franchement, moi je tiens à le souligner parce que Imano ne m'aurait pas approché dans ce programme. On ne se serait jamais, parce que vraiment, on ne se serait jamais engagé dans ce programme. Moi, je ne m'y serais jamais engagée toute seule. Que là, vraiment, non, mais il faut dire les choses. À un moment donné, tu sais, il y a beaucoup de gens, souvent les gens râlent parce qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. Mais quand il y a des belles initiatives comme ça, des belles choses de fait, il faut vraiment, vraiment le souligner. Moi, je peux le dire, il n'y aurait pas eu ce programme, je ne me serais jamais engagée toute seule dans cette transformation-là. Donc, merci. Avec plaisir. Géraldine, qu'est-ce que tu auras envie de partager aux gens qui sont présents en termes d'interrogations, de difficultés que tu vois et puis d'espoir pour la suite? En mettant ton micro, parce que je vois que le micro était enlevé. Excusez-moi. Difficulté, c'est difficile d'embarquer tout le monde. C'est-à-dire que nous, au jour d'aujourd'hui, effectivement, le terrain est très, très demandeur. Sauf qu'au niveau de l'encadrement intermédiaire, c'est jamais très simple. Il faut que chacun réfléchisse sur ses fonctions. Nous, on a des départs de postes très importants dans notre structure, donc de notre directrice de pôle d'intervention, de notre cadre de territoire qui change de poste. Donc, nous, on a beaucoup de craintes. Donc, ce n'est pas facile tous les jours, même si on a envie. Mais il y a de plus avoir de strates, ça peut être stressant et angoissant par moment. Même pour moi qui fais partie du programme, je trouve que ça va très vite. On nous avait dit que il fallait compter plusieurs années. Et je trouve qu'en un an, on en a fait beaucoup. Ça ne s'arrête jamais, plus la crise sanitaire. Donc, c'est vrai que ça a été… Après, je trouve qu'on fait des choses, par contre, qui sont super, parce que quand on a les salariés qui sont référents d'un dossier, je trouve que les informations remontent beaucoup plus vite. C'est beaucoup plus fluide. C'est leur donner une part de responsabilité qu'elles sont tout à fait capables de prendre. Donc, je trouve ça génial. Et c'est juste à nous de bien retrouver notre place. Donc, nous aussi, on a une formation concernant la CNV sur la base du volontariat. Et là, on va tous partir en formation coach. Donc, la moitié cette année en 2022 et l'autre partie en 2023 pour qu'on arrive à se repositionner et à retrouver notre place aussi. Voilà. Parce que ce n'est pas facile du jour au lendemain de changer. C'est sûr. Et ça s'accompagne de la formation.
C'était tout l'enjeu du programme Imano et que vous avez su bonifier justement d'autres formations. Donc, merci Géraldine aussi pour ce partage. Marion et Zora, même question pour vous, c'est quoi les difficultés que vous percevez dans cette phase de transformation et quels sont les espoirs pour la suite? Alors nous, la plus grande difficulté, c'est de faire venir toutes les collègues sur ces groupes, parce que c'est souvent les mêmes qu'on revoit régulièrement sur les groupes. Ça, c'est le plus difficile. Et après… Oui, après que ça s'essouffle dans le temps, parce qu'effectivement, voilà, ce qu'on espère, c'est voilà, que ça continue et qu'on arrive à valoriser le métier et qu'on recrute surtout, qu'on arrive à recruter et puis que voilà, le planning soit moins chargé. Donc voilà, c'est voilà, avec le recrutement, tout ça, ça devrait… donc on espère que ça se pérennise dans le temps, voilà, surtout. Un immense merci à toutes les quatre pour vos témoignages vraiment très intéressants. En tout cas, j'espère que ça aura intéressé les participants. Et plutôt que de faire des questions où les gens n'osent pas, ce que je vous propose, en fait, c'est que je vais vous répartir dans des salles de 2-3 personnes. Alors, s'il y en a qui sont plus intéressés pour suivre la conférence, qui sont occupés à autre chose, il n'y a pas de problème. Là, c'est un temps que vous avez pris par 2-3 par salle. Marion, Zora, Géraldine et Cathy, je vais vous mettre dans la même salle toutes les quatre. Toutes les quatre, pour que vous puissiez échanger si vous avez envie aussi de dire ce qui vous a intéressé ou pas dans vos partages de témoignages. On part pour 10 minutes. Et donc, l'idée, c'est que vous puissiez, en sous-groupe, en groupe de 2, 2 ou 4, partager ensemble sur ce qui vous a plu et les questions que ça vous pose, en fait. Quand on viendra en salle plénière, on aura l'occasion de partager, de poser les questions qu'on peut avoir à Marion, Zora, Géraldine et Cathy. Donc, prenez le temps d'échanger pendant 10 minutes entre vous sur quelles questions ça vous pose, quels sont les questionnements que vous avez envie de partager tout à l'heure. On est parti pour 10 minutes. Si jamais il y en a qui se retrouvent tout seuls dans leur salle, n'hésitez pas à revenir dans la salle plénière puisque avec les personnes de Malakoff Humanis, Lucie et moi, on est donc toutes dans la salle plénière. Lucie, tu voulais dire quelque chose? Oui, moi je veux bien être dans la salle avec Cathy, Géraldine, Marion et Zora. Non, ça marche. De rester en salle plénière. Je te mets dans la salle, c'est parti. Eh bien, bonne petite résonance à tous, à toutes. Au revoir. Alors, hop, je vous envoie. Donc, vous avez juste à cliquer et puis ça vous fera revenir automatiquement avec moi tout à l'heure. Donc, vous n'avez plus qu'à cliquer pour vous retrouver dans les sous-salles. Alors, j'espère que personne ne sera tout seul. Si, déplacé dans la salle. Allez, dans la salle. Clotilde? Oui, attends, oui. C'est que j'ai fait une erreur, tu sais, j'essaie de… C'est pas grave. Si, la salle 1, c'est nous, c'est ça. La salle 1, c'est nous. Donc, t'inquiète pas. Je vais y aller. Tous ceux de Malakoff Humanis, vous pouvez aller dans la… Ah ben non, du coup. Si, dis-leur de tous revenir dans la salle plénière. Dis-leur de tous revenir dans la salle plénière parce qu'effectivement, il faut que moi, je puisse rester là. Du coup, moi, je n'ai pas cliqué sur la salle 1. Si okay. tu peux me réinviter, comme ça, je leur dis. Attends, Marion, hop, je vais passer à la salle. Eh bien, je ne peux pas. Pour l'instant, je sais pas faire. Je vérifie juste pour l'instant que personne ne soit tout seul, ce qui est encore le cas. Donc, déplacer dans la salle 14. Voilà. Est-ce que les gens y vont? Voilà. Déplacer dans la salle 12. J'espère qu'ils y sont ensemble. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont avec personne et qui souhaitaient échanger avec d'autres? Monsieur Jouzel, vous n'êtes pas allé. Madame Ardouin, Nathalie Ducot. Je vais rester là, moi, du coup, voilà. Vous êtes avec personne, peut-être, Madame Abonneau? C'est ça, oui. Alors, je vais vous mettre dans une salle. Laissez-moi 2 secondes le temps que je vous mette dans la salle. Où est-ce qu'ils sont? Hop, je suis dans la salle 14. Allez, à tout à l'heure. Déplacer à la salle 4. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont tout seuls et qui auraient voulu partager avec d'autres? Françoise Ebner, est-ce que vous auriez voulu être mélangée avec d'autres personnes? Bonjour, oui. Je n'avais pas le son en fait dans la salle dans laquelle j'étais. Alors, je vous y remets. Ah ben non, je ne sais pas comment faire pour vous y remettre. Pourquoi? Si rejoindre. Non. Hop, je déplace dans la salle 7 et déplacer dans la salle. Bon.
Voilà, on va essayer ça. Je la fais un peu se balader, mais je ne sais pas faire autrement. Oui, François, je suis désolée. Est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends, oui. Alors, j'essaie dans la salle 4, excusez-moi. Voilà. Et donc là, je vais la déplacer aussi dans la salle 4 parce que sinon, elle est un peu toute seule. Dans la salle 12. Allez, hop. Voilà. 3, 2, Madame Ardouin, il faut que je la mette en salle 12. Voilà, comme ça, elle sera avec quelqu'un. Excuse-moi, Marion, mais je vérifie. Du coup, tu restes avec moi, Marion. Voilà, les autres Malakoff Humanistes sont en salle 1. Si tu veux, je vais te mettre dans une première salle, mais je ne sais pas pourquoi il ne veut plus te remettre dans la salle 1. Donc, je te fais un changement de salle 3 et je te fais revenir et je te reprends, d'accord? Je te remets dans la salle 1. Et ensuite, déplacer dans la salle 1. Voilà. Et donc, normalement, attends, est-ce que normalement c'est bon? Tu entreproposes la salle 1 ou pas? Non? Non, là, on ne l'a pas proposé la salle 1. Bon, alors, je te laisse aller dans la salle 3 et après, je te remets dans la salle 1. Excuse-moi, Marie. La salle 3, j'y suis allée. Alors, voilà, rejoindre. Voilà, rejoins là, tu reviens ici, puis après, je te mets dans la salle 1. Je suis désolée, je ne sais pas faire autrement. Non? Voilà. L'idée, c'est effectivement de continuer donc à partager vos questions suite à l'échange que vous avez pu avoir. Alors, je suis désolée, la technique n'a peut-être pas été au top pour tout le monde. Hein. Le CCAS de Bayonne me partageait avoir été tout seul dans une salle et j'en suis désolée pour ceux à qui ça a pu se passer. J'ai essayé de faire en sorte que vous soyez au mieux 2 par salle, mais voilà, tout le monde n'était pas forcément derrière sa caméra au moment où je vous ai dispatché, donc j'en suis désolée. Est-ce qu'on a du coup 20 minutes pour poser les questions à nos participants? Donc, soit vous prenez la parole, vous posez les questions qui vous sont remontées, soit vous les écrivez dans le chat si vous êtes un peu timide. Mais dites-nous quelles sont les questions que vous avez envie de partager, de poser à nos 4 témoins. Qui c'est qui veut prendre la parole en premier? Du coup, oui, le CCAS de Bayonne, si on peut poser une question, effectivement, forcément la question du financement, la manière dont ça a pu être budgété, est-ce qu'il y a, via nos financeurs, des moyens d'avoir des financements supplémentaires pour organiser en fait ces nouveaux modes de management, ou voilà, comment ça s'est passé au niveau des recherches et financements, s'il vous plaît? Alors, peut-être que je vais me permettre de répondre, puisque ayant monté le programme Imano, j'ai réussi à lever à peu près 600 000 € pour 14 services d'aide à domicile. Mais au final, c'est globalement, au total, 6 jours de sensibilisation qu'ils ont pu avoir, un diagnostic de maturité, 6 à 8 jours de formation pour 5 personnes par structure et 10 jours de formation dans la phase 4, 1 jour par mois pendant 10 mois à peu près. Et d'ailleurs, il y a une petite rallonge qui va être possible. Et donc, voilà, ces financements-là, aujourd'hui, c'est l'AG2R La Mondiale qui a financé ce programme-là avec la région Nouvelle-Aquitaine. D'ailleurs, je devrais citer d'abord la région Nouvelle-Aquitaine, ensuite l'AG2R. Les 2 CARSAT, Aquitaine et Centre-Ouest, et les OPCO qui ont financé le reste à charge. Ce qui fait que là, dans le cadre du programme Imano, ça a été tous les coûts pédagogiques ont pu être pris en charge. Cependant, les structures ont dû ensuite allonger pour payer le temps de travail des salariés. Et on se rend compte que ça ne suffit pas. Lucie, dans ses premiers retours au niveau de sa thèse, nous partage souvent que c'est qu'une amorce de transformation, à juste titre. C'est au total, du coup, peut-être une vingtaine de journées de formation qui ont été suivies par ces quelques personnes, et pas toute l'équipe d'ailleurs, c'est ce que soulevait Géraldine également. Aujourd'hui, les départements peuvent, au travers de la CNSA, faire quelques demandes de financement dans la mesure où c'est dans le cadre de la convention de modernisation de l'aide à domicile signée entre la CNSA et les départements. Les CARSAT peuvent être sollicités
Effectivement, caisse de retraite complémentaire et prévoyance, il y a peut-être aussi des financements possibles, puisque on voit bien qu'on essaie d'agir aussi sur l'absentéisme, sur l'accidentologie, et donc ça peut être aussi des moyens de le faire financer. Mais voilà, je laisse la parole à qui de droit derrière. Mais au moins nous, en tout cas, voilà les premiers financements. On sait que ça coûte beaucoup d'argent. Les OPCO commencent à être prêts aussi à financer un certain nombre de choses. Alors en tant que CCS, eh ben oui, c'est la difficulté des CCS. Le GCSPI peut en parler aussi. Le CNFPT n'est pas vraiment un OPCO, donc ne finance pas ce reste à charge. Mais peut-être qu'eux, au travers de leur catalogue de formation, vont pouvoir demain mettre dans leur catalogue de formation ce type de formation. En tout cas, j'aurais envie de vous inviter à les pousser à proposer ce type de formation dans leur catalogue. Je m'arrête là pour ne pas faire plus court. J'espère avoir répondu à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous avez envie de partager dans la salle? Est-ce que ce temps de résonance vous a permis de faire émerger des questionnements ou si vous êtes carrément emballé ou comment ça résonne pour vous, ces témoignages que vous avez pu entendre? C'est vrai que nous, dans le groupe de travail, on s'est posé la même question du financement et qui plus est du temps de financement. Et on parlait d'évaluation avec l'IDEC plus l'aide à domicile. Donc, ça aussi, c'est du temps de travail, comment ce temps de travail a été financé. On parlait aussi du WhatsApp, enfin les moyens de communication. Est-ce que ça aussi, ça veut dire d'avoir des téléphones, avoir du temps de connexion pour pouvoir avoir ces outils de communication-là. Donc voilà, c'était beaucoup aussi autour du financement, de tout ce qu'il y a autour des formations et des temps de coordination. Merci Nathalie de nous partager aussi ces questionnements. Peut-être que du coup, j'ai envie de t'interroger, Géraldine, sur ce temps justement double aide à domicile IDEC pour ces évaluations. Comment vous le faites financer aujourd'hui? Est-ce que tu as un peu des éléments par rapport à ça? Et puis ensuite, Cathy, je t'interrogerai sur cette notion de moyens de communication, quoi. Sur les évaluations binôme aide à domicile, IDEC ou RS suivant la situation, en fait, c'est la première heure d'intervention de l'aide à domicile. En fait, c'est communiquer aux bénéficiaires. En fait, pour la prise en charge, la première heure va se faire en binôme, soit l'ARS ou soit l'IDEC en fonction de la situation. Et du coup, elle va être financée soit par l'APA ou soit par la PCH. Et ça rentre du coup dans les heures de… Et si jamais les gens, ils ont des petits… Alors, les PCH, on n'a pas de souci parce qu'en général, ils ont des gros plans d'aide. Et les APA, quand ils ont des petits plans d'aide, on le fait passer… Enfin, ma collègue le met au niveau des heures de coordination, en fait. Voilà. OK. Merci Géraldine pour ce retour. Cathy, au niveau des moyens de communication, comment vous avez fait justement? Donc, toi, vous avez déjà des téléphones chez toi, je crois. Alors, nous, on est hybride. Donc, on avait des téléphones déjà professionnels. Donc, on a rajouté des groupes WhatsApp et téléphone professionnel et il y avait suffisamment de connexions. Et ensuite, pour certains salariés, on leur prend en charge une partie de leur forfait. Pour ceux qui gardent leur téléphone personnel, qui souhaitent garder leur téléphone personnel, on prend en charge une partie du forfait. Après, sur le financement, en dehors d'Imano, nous, on est passé par les OPCO, en fait. Après, c'est un investissement, il ne faut pas se voiler la face, c'est un investissement. Le programme Imano nous a donné un sacré coup de pouce, mais c'est un investissement de toute façon. Bien sûr que ça coûte de l'argent, mais je pense que c'est pour en gagner par la suite, en fait. Merci, merci mesdames. Quelles sont été les autres questions qui sont ressorties pendant vos temps d'échange et de résonance? Je me permets, j'ai une toute petite question. Sinon, je Bonjour. Toute petite question, je voulais savoir au niveau des personnes et des structures. C'est parce que j'avais une question au niveau des structures qui ont bénéficié du programme Imano. Si elles pouvaient résumer ou exprimer les besoins actuels pour aller plus loin dans la démarche, quels seraient leurs besoins et comment elles aimeraient continuer à avancer sur la thématique. Je suis très curieuse de savoir ça. Merci Héloïse pour cette question. Marion et Zora, est-ce que vous avez envie de partager? Ou Géraldine, tu allais intervenir? Je ne sais pas qui c'est qui allait intervenir. Non.
Comment est-ce que vous aimeriez aller plus loin dans ce programme-là? Quels seraient vos besoins? Marion, Zora, vous avez envie de partager quelque chose? Pour vous, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut continuer d'animer cette démarche-là? Vous auriez besoin de plus de formation, plus d'autres choses? Géraldine, n'hésitez pas à intervenir. Géraldine, oui. Ouais, moi, je dirais plus d'accompagnement pour l'encadrement intermédiaire, je pense. Du coup, nous, on attend la formation de coach qui nous a été proposée parce que, voilà, effectivement, comme disait Cathy, on a été, moi, ça fait 4 ans que je suis en poste d'infirmière coordinatrice, avant j'étais infirmière sur le terrain, et on a été mis dans cette fonction d'une certaine façon et il faut qu'on revoie totalement notre fonctionnement au quotidien. Et je pense qu'on a besoin de plus que les 7 jours de formation. On a besoin d'être accompagné sur des points bien précis à des moments donnés. Enfin, voilà. C'est pas ça se... On travaille sur soi et tout, mais c'est pas facile. Enfin, c'est pas évident. Et en plus, nous, avec ma collègue Virginie, on se doit d'embarquer nos collègues. Et c'est pas tous les jours simple parce qu'il y a aussi le quotidien qu'il faut continuer à gérer tout en changeant de méthode. Et c'est pas, voilà. Plus la crise sanitaire, voilà, c'est assez compliqué. Donc, c'est vrai que je pense que c'est plus d'accompagnement pour l'encadrement intermédiaire de mon côté. Merci Géraldine. Je rebondis sur ce que dit Géraldine. Nous, pour info, au niveau des coachs, donc en plus du programme Humano, sur les fonctions intermédiaires, on a prévu 10 séances de 10 demi-journées de formation qu'on a rajoutées en plus. Obligatoire, justement, parce que c'est la base. En fait, les fonctions support, il faut absolument qu'elles soient formées. C'est un changement de posture, c'est un changement de façon de communiquer, c'est un changement de tout, et c'est pas dans nos croyances. Donc, du coup, vraiment, ça me paraît, pour une réussite de cette transformation, ça me paraît essentiel. Merci, Cathy. Ouais, et autant au niveau du terrain, je pense qu'il y a besoin de faire la raison d'être, de poser le cadre de la maison et tout. Mais après, une fois que tout ça est fait, je pense que ça avance sur le terrain. Enfin, c'est différent. Parce qu'elles, on les fait monter en compétences. Du coup, on leur donne on leur donne des responsabilités. Elles y prennent du plaisir. Elles y voient du mieux-être au travail. Tandis que nous, il faut qu'on revoie complètement nos postes. Et du coup, c'est perturbant. Mais bon, on y arrive. Mais je pense qu'il faut je pense que dans le programme, il manque que l'accompagnement. Ce n'est pas deux encadrants intermédiaires qui peuvent. C'est pour ça que nous aussi, on nous a proposé la formation coach. Parce que, voilà. Mais elle est essentielle. Cette formation est essentielle. Merci. Moi, j'ai une question pour Géraldine. Donc moi, je suis Marion Charron, je suis directrice adjointe d'un service d'aide à domicile en Charente. Et vous avez basculé ce changement organisationnel, vous l'avez fait sur l'intégralité de votre effectif. Vous avez fait un test sur un échantillon, vous avez emmené tout le monde. Alors, en fait, on embarque tout le monde, mais tout le monde est sur des thématiques différentes. En fait, on a 4 gros chantiers. En fait, on a, alors moi, en plus, comme j'ai un énorme secteur, on a un secteur qui fait les changements des plannings des aides à domicile, le secteur du Blayais. Donc, eux, c'est vraiment ça. On a le secteur de Bro et Saint-Louis. Eux, ils ont fait le planning des aides-soignantes. Le secteur de Saint-Savin, lui, a fait plutôt tout ce qui est visite à domicile, PA, avec IDEC ou RS. Et le secteur de Bourg-Saint-André, lui, est plus sur un changement des horaires de travail entre matin et après-midi pour les aides à domicile. Et après, on a en transverse, c'est-à-dire pour tous les secteurs, ce qui est équipe PH, avec les visites à domicile et tout ça. Voilà. Donc, en fait, tous les secteurs sont impactés, mais pas sur les mêmes points. Et quand là, par exemple, c'est validé au niveau des aides-soignants, le changement de planning, là, elles ont voté, ça a été validé, ça va basculer sur l'ensemble du SIAD à partir du mois d'octobre. On fait un essai sur un secteur, et si ça marche sur un secteur, on bascule sur tous les secteurs. Ah, ok, oui. Ouais. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué, parce que ce n'est pas évident, c'est assez… voilà. Ouais. Ok, merci. Et Cathy, peut-être, j'ai envie de te poser aussi la question, dans ces équipes autonomes que vous avez mises en place, est-ce que c'est toutes les équipes qui sont basculées ou est-ce que c'est étape par étape? Alors, nous, sur les équipes autonomes, on a le gros de l'agence qui est à Limoges et une plus petite agence qui est à Saint-Junien. On l'a mis d'abord en place à Saint-Junien puisque c'était plus facile, puisqu'elles sont 18 et que la cadre, à l'issue des formations de coaching et de la transformation, est partie. Donc, du coup, on a dit, allez hop, on y va sans filer, on fait les équipes autonomes.
Donc, on l'a mis un petit peu vraiment rapidement en place. Et sur Limoges, c'est plus gros, hein, c'est vraiment plus gros. Sur Limoges, alors c'est tout le monde, tous les services, parce que nous, on fonctionne jour et nuit. C'est tout le monde, tous les services, mais bon, c'est plus long voilà, il y a beaucoup de... Il y a déjà du turnover, il y a beaucoup de nouvelles embauches, donc il faut impliquer les gens au fur et à mesure. C'est vraiment la difficulté, en fait, parce que quand on fait des formations, on s'est aperçu que ça fait déjà un petit peu moins d'1 an que tout le monde a été formé, mais il y a des nouvelles personnes qui arrivent, et c'est vraiment une difficulté, en fait, d'intégrer tout le monde dans cette transformation, en fait, surtout les nouvelles personnes. Merci pour ces retours à toutes les 4. Je vois le temps qui court et j'aime bien tenir mes délais. Alors, on a commencé avec 10 minutes de retard, donc je m'engage à terminer à 16h10. Je sais que Marion, vous devez partir pour 16h et aucun problème. Ce qu'on avait un peu envie, au-delà de ces questions pas très nombreuses, mais en même temps qui ont permis d'avoir des réponses un peu plus longues de nos intervenantes, que je remercie vraiment très, très sincèrement pour l'authenticité de vos témoignages. On vous propose d'aller sur Klaxoon. Donc, je vais vous remettre le lien dans le chat pour aller nous raconter peut-être plus individuellement parlant aujourd'hui, comment est-ce que clairement, alors je vais vous partager mon écran, où est-ce qu'il se trouve? Alors, il faudrait, pour nous partager sur l'application Klaxoon, l'intérêt que vous percevez, vous, de cette transformation-là. Et ensuite, hop, voilà. Donc, sur Klaxoon, vous allez pouvoir envoyer des post-it. Peut-être que ceux qui connaissent un peu les post-it Klaxoon, vous n'hésitez pas à partager les premiers post-it. Donc, vous avez un petit plus sur vos téléphones ou sur votre application, sur l'écran. Vous tapez votre idée. Vous pouvez changer la couleur. Le vert, ce sera pour les intérêts perçus par ces transformations. Puis, vous avez la petite flèche pour envoyer ensuite. On va faire ce travail-là en guise de conclusion pour pouvoir écouter justement quelles sont vos transformations, etc. Alors, je vois que mon cadre bascule. J'aurais dû le bloquer. Je n'ai pas pensé à le bloquer. Mais du coup, voilà, si vous pouvez envoyer vos petits post-it pour nous partager quels intérêts vous voyez dans ces transformations-là, quelles sont les craintes, quels sont les besoins que vous identifiez pour avancer sur cette voie-là, ce que vous mettez déjà en place, parce que vous avez peut-être, vous, des éléments de transformation à nous partager. Et puis, si vous avez envie de poursuivre les échanges, dites-nous votre nom, prénom, structure et par mail. Malakoff Humanis vous proposera peut-être une suite, vous le verrez juste après en conclusion. Je vous propose 5-10 minutes pour nous remplir tous vos post-it. Ensuite, je prendrai le temps de lire les post-it et puis on fera une petite conclusion suite à ça. Super, merci pour le premier post-it. Hop, je vais donc supprimer mon petit post-it test. Voilà. Besoin pour avancer. Donc, si les post-it ne sont pas de la bonne couleur, vous n'hésitez pas à vous compléter. Et on peut les changer de couleur. On peut recliquer et ensuite changer de couleur si on le souhaite. Et de mon côté, j'enchaîne avec une autre visio. Donc, je vous quitte maintenant. Et merci en tout cas pour votre attention. Et merci encore pour les témoignages. Merci Lucie pour ton intervention bien riche, comme toujours. Donc, merci et à plus tard. Est-ce que tout le monde arrive à se connecter sur Klaxoon? Alors, l'avantage au CCAS de Bayonne, là, c'est que vous pouvez chacune avec vos portables vous connecter et pour comme ça, vous pouvez toutes partager vos retours. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous écrire chacune. Voilà, l'intérêt que vous percevez dans ces transformations, vos craintes, vos besoins, ce que vous mettez en place et si vous êtes intéressé pour poursuivre. Clotilde, il faudra que je parte à 16h05 au plus tard parce que j'ai une visite à domicile. Pas de problème. Si tu veux même partir maintenant, mesdames, je vous partagerai, si vous voulez, les éléments qui seront sur cet écran-là. On est maintenant voilà, avec les participants pour voir quels sont leurs retours. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des obligations, il n'y a pas de problème, Géraldine. Merci beaucoup. Merci. Oui, pareil, Clotilde, je suis désolée si je peux être libérée. Oui, pas de souci. Marion, Sora, Cathy et Géraldine, un grand merci à vous. Bon, mais merci à tous. À bientôt. Pareil pour nous, on va se libérer aussi. Excusez-nous du coup. Et c'est nous qui vous remercions vraiment. Ne vous excusez pas. Voilà, là, c'est juste pour cette petite conclusion. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.
Alors, je mettrai du coup ça en jaune. Hop, parce que c'est peut-être une question. Donc, la réponse à une question plutôt qu'un intérêt. Comment le mettre en place? Par quoi commencer? Seul, on peut le faire. Hop. On va les regrouper, tous ces éléments financiers. Regrouper ça. Hop. Et donc, ceux qui veulent continuer, n'hésitez pas à mettre un petit post-it violet. Alors, oui, c'est ça, il est bien proposé. Un petit post-it violet en mettant vos noms, prénoms et structures, ou sinon à revenir vers Malakoff Humanis ensuite. Je vous laisse encore continuer à écrire quelques petites minutes avant de donner la parole à Malakoff Humanis. Mais je suis sûre que vous mettez déjà plein de choses en place et que vous n'osez pas le dire. Mais en fait, on ne se rend pas compte. Mais finalement, ce management un peu horizontal, il commence déjà par les petits pas. L'intelligence collective, elle n'a pas besoin déjà de grands chantiers. Des fois, c'est juste des petits groupes de travail, d'interroger les salariés de terrain, associer l'encadrement intermédiaire. C'est des fois des petits pas. C'est par ça que ça commence. Voilà, on a au moins une personne. Merci, Marion. Ah, super. Projet écrit d'équipe à responsabilité élargie, transmis au département du Lot et ARS. Super, intéressant comme tout. On sera preneur de plus d'informations là-dessus si vous acceptez de le partager. Vraiment intéressant. La charge mentale, effectivement, dans les craintes. Tout à fait, c'est une vraie question qui se pose. Projet Impresia, tout à fait, tout à fait. C'est bien un projet qui participe justement à la valorisation de ces métiers-là. Donc, avec un petit livret et un guide sur la prévention des risques professionnels et un petit livret sur la valorisation des métiers de la domicile. On a quelques personnes, voilà, super. Ce que je retiens dans l'intérêt que vous percevez, c'est indispensable pour vous sur l'attractivité des métiers. Ça peut améliorer le service et l'attractivité. Ça permet de revoir vos organisations pour fidéliser et recruter. Donc, il y a bien cet enjeu d'attractivité qui est très forte. C'est une montée en compétences des auxiliaires de vie. C'est des retours d'expérience, je pense que vous avez dû apprécier. C'est du management transversal. Et c'est davantage de liens au sein de l'équipe par la compréhension du métier de l'autre, effectivement. Et ouais, c'est essentiel car le modèle est à bout de souffle. Alors, je vais le partager ici, j'arrêterai de me tordre le cou. Hop. C'est aussi en termes de crainte. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Vous voyez toujours le klaxon? Oui, super. En termes de crainte, c'est effectivement le côté financier. C'est la question de l'encadrement intermédiaire. Effectivement, ça a été partagé. Est-ce qu'il va adhérer? Est-ce qu'il ne va pas adhérer? Quelle place il va pouvoir trouver? Comment est-ce qu'il va pouvoir trouver un sens aux nouvelles missions? Est-ce qu'il va perdre des compétences et donc qui sentirait plus sa place dans cette organisation? Quelles sont les limites des fonctions de chacun? Ça s'interroge aussi à cet endroit-là. Et comment coordonner toutes les étapes de la responsable de secteur, auxiliaire de vie, aide à domicile? Et se pose la question de la charge mentale. C'est un des sujets que Lucie, dans sa thèse, va aussi venir questionner, justement. Vos besoins, c'est de la responsabilisation. Je ne suis pas sûre de bien comprendre. Donc, n'hésitez pas à venir cliquer sur le post-it pour compléter. Je ne suis pas sûre de bien comprendre ce que vous voulez mettre par cette dimension-là. Vous avez besoin de formation, vous avez besoin d'avoir un retour sur comment est-ce que je mets en place, par quoi je commence, est-ce qu'on peut le faire seul? Alors, moi, mon retour d'expérience, c'est seul, je ne pense pas. Je pense que c'est effectivement fastidieux, c'est des démarches longues et être accompagné par des prestataires compétents sur le sujet me paraît vraiment important. Et les témoignages que vous avez eus, on voit bien que quand le prestataire est dans la structure, ça booste, ça engage chacun. Et dès qu'il n'y a plus de prestataire dans la structure, c'est plus compliqué de le faire vivre. C'est pour ça qu'il faut que ça s'étale sur un temps long. C'est ce qu'on constate aussi. Donc, ça, c'est vraiment un des constats. Et puis, besoin de témoignages sur les étapes de mise en place pour avancer. Alors, nous, au niveau du Gérontopole, on anime cette communauté Imano qui est ouverte à toute structure de Nouvelle-Aquitaine qui a commencé à s'engager dans cette transformation. Donc là, l'idée, c'est que justement, ceux qui sont un peu plus avancés puissent partager à ceux qui commencent à s'engager dans la démarche. Donc, dès que vous avez trouvé votre prestataire, vous avez commencé à mettre en place un peu votre démarche,
eh ben, venez nous revoir avec grand plaisir pour vous intégrer dans notre communauté d'échange. Vous nous avez partagé 2 projets, le projet d'EREA, équipe à responsabilité élargie. Alors moi, je suis vraiment preneuse d'en avoir un retour, donc n'hésitez pas à nous mettre le nom de la structure qui le fait, si elle accepte qu'on prenne contact avec vous. Projet Impresia, je suis en lien avec le groupement d'employeurs 16, donc super, je connais. Et puis, effectivement, vous êtes 5 à déjà avoir fait état de votre intérêt à poursuivre sur ce sujet-là, donc chouette, tant mieux. Pour conclure, ce que je vous propose, c'est de vous redonner la parole, Malakoff Humanis, pour justement nous partager ce que vous avez envie de partager et de proposer comme suite à ces participants. C'est qui prend la parole? Alors, je crois que c'est à mon tour. Donc, comme l'a évoqué Juliette tout à l'heure en introduction, Émilie et moi allons à la rencontre des entreprises qui cotisent auprès de l'institution de retraite complémentaire Malakoff Humanis Agirc Arrco. Alors, je sais que parmi vous, très certainement, il y a des structures qui cotisent à une autre caisse, une autre institution de retraite complémentaire, et je vous invite vivement à la contacter, puisque elle a certainement des dispositifs à vous proposer ou des services à proposer à vos salariés. Donc surtout, n'hésitez pas à vous retourner vers elle, parce que l'action des institutions de retraite complémentaire est assez méconnue. Alors, si vous relevez de Malakoff Humanis Agirc Arrco, si vous cotisez pour vos salariés auprès de notre caisse de retraite complémentaire, donc, vos salariés peuvent bénéficier d'un certain nombre de dispositifs et de soutien, notamment des aides financières. Et nous déployons également un certain nombre d'actions collectives en entreprise auprès de l'ensemble des salariés, auprès de l'ensemble des managers, des équipes de direction. Alors, que ce soit au niveau des salariés à titre individuel ou bien dans le cadre des actions collectives en entreprise, on intervient bien sûr sur le champ de la retraite, de l'information retraite notamment, mais on intervient également sur 4 champs principaux que sont les salariés en situation de handicap, les salariés qui seraient aidants d'un proche, les salariés en fragilité sociale et la deuxième partie de carrière. À noter donc qu'il y a un certain nombre de dispositifs qui peuvent également bénéficier à vos usagers, aux retraités ou aux actifs que vous suivez à domicile. Alors, peut-être que vous connaissez d'ores et déjà ces dispositifs comme Sortir Plus, Bien chez moi ou bien l'aide à domicile momentanée. Alors, pour vous présenter ces services et ces actions dans le détail, Malakoff Humanis donc, vous propose de nous retrouver le 16 juin, donc via Teams, pour un temps d'échange de 14h à 15h. Et à cette occasion, Émilie et moi vous présenterons tous ces dispositifs et on pourra échanger sur ce qu'il est possible de mettre en place au sein de votre entreprise. Merci. Alors, je redonne la parole à Juliette, Marion. Oui, il y avait Clotilde, je crois, qui était en train de parler avec le micro. C'est ça, je disais un dernier mot de Clotilde, Marion et Juliette, donc c'est parfait, voilà. Vous voulez y aller, Clotilde, ou je sais plus? Moi, c'est bon, moi, c'était le plaisir de vous avoir présenté ce programme Imano, mais je vous laisse le mot de la fin. Alors, juste pour rappeler que déjà, le dispositif dont parlait Catherine sont des dispositifs gratuits, déjà aussi. Et juste vous dire merci d'avoir participé, d'avoir été jusqu'au bout. C'est vrai que les témoignages étaient vraiment riches et que je pense qu'on avait encore peut-être une ou deux questions, mais peut-être que Clotilde, vous pourriez y répondre. C'était de savoir l'impact sur les recrutements, en fait, pour finalement, l'idée aussi, c'est de rendre la filière un peu plus attractive. Et du coup, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ce sont des choses que la démarche qu'elles ont engagée, ces structures, est-ce que c'est quelque chose qu'elles mettent en avant lors de recrutement? Et voilà, quel est l'impact à ce niveau-là? De ce côté-là, les premiers retours qu'on a, mais ça reste insuffisamment étayé, et c'est tout l'enjeu de la mesure d'impact social que va réaliser Lucie là, à l'automne. Les premiers retours qu'on a, c'est qu'avec la crise, de toute façon, il n'y a pas de baguette magique, quoi. C'est tellement compliqué aujourd'hui de recruter que ces structures-là sont elles aussi
en grosse difficulté pour recruter. Par contre, en termes de fidélisation, on se rend compte, en tout cas sur les professionnels de terrain, qu'il y a un enjeu de participation qui est quand même assez fort, une implication et une fidélisation qui reste assez intéressante. Après, on a une structure autour du lean management qui, elle, a même partagé un absentéisme réduit de 1/3 entre 2019 et premier trimestre 2021. Alors après, là, avant l'été, elle me dit c'est pas aussi positif que ça, mais on se rend compte quand même que cette manière vraiment d'impliquer les salariés, de leur partager régulièrement les petits cailloux du dirigeant, c'est aussi un moyen de faire comprendre et de partager son quotidien. Chez quelqu'un l'a marqué, en fait, on se comprend mieux parce qu'on comprend mieux le métier de l'autre, quoi. Et donc, on voit bien que finalement, ça crée plus de compréhension de l'autre. Et donc, les professionnels se sentent moins lâchés dans la nature, quoi. Donc, en termes de fidélisation, ça a plutôt une incidence positive. Mais là, voilà, la crise, elle est là. Les gens sont épuisés parce qu'il y a cette difficulté à attirer dans ces métiers du secteur du care. Donc, ça n'est pas une baguette magique. Mais je pense qu'il faut agir de manière systémique sur ce secteur-là pour vraiment arriver à attirer, fidéliser, professionnaliser dans ce secteur-là. Et du coup, je profite d'avoir la parole parce que j'ai oublié de le dire, tu m'as pourtant entendu la parole. Mais le 23 juin, on organise à Angoulême une journée de partage justement d'innovation en faveur de toutes ces différentes thématiques sur l'attractivité et le recrutement, sur la professionnalisation, sur le management. Donc, c'est à Angoulême. Et en fait, l'idée, c'est de venir étoffer ou présenter ce qu'on est en train, nous, de mettre sur notre site internet professionnel de l'aide à la personne.fr. Je vous remettrai dans le chat tout à l'heure les éléments. Mais du coup, voilà, c'est des journées où on essaie de diffuser ces initiatives inspirantes parce que je pense que pour agir sur ce secteur-là, il faut vraiment agir sur tous les champs de l'attractivité jusqu'à la professionnalisation et le management, quoi. On vous a aussi, merci Clotilde pour les précisions. On pourra aussi vous adresser, je sais que la conférence est enregistrée, mais parfois c'est pas mal d'avoir un support. Donc le support où vous présentiez les différentes typologies de techniques managériales. Ouais, de techniques managériales, on peut ça vous présenter. On vous écrira aussi, c'est vrai que je ne sais pas si on peut prendre juste 5 minutes. Moi, je serais curieuse de savoir des structures qui sont présentes, savoir aujourd'hui qu'est-ce que finalement ça a suscité en fait ce webinaire. Enfin, vous l'avez un peu exprimé via le Klaxoon, mais finalement, nous, un de nos enjeux, c'était de pouvoir vous permettre ce temps d'échange et de vous nourrir ou d'aller plus loin, un pas plus loin par rapport peut-être à des connaissances que vous aviez déjà et savoir si cet objectif était rempli. Voilà, qu'est-ce que ça avait pu vous apporter finalement ce webinaire. Donc, est-ce que le plus simple, c'est le chat? Est-ce que c'est de le dire vite fait à l'oral, puisque maintenant, on n'est plus très nombreux, je crois. Voilà, Clotilde, je ne sais pas ce que vous me conseillez sur la manière de faire. Il n'y a pas de problème. Est-ce que quelqu'un a envie de partager et répondre directement à la question de Juliette? Effectivement, les caméras sont pas mal fermées, mais en même temps, vous êtes ceux qui sont encore là, c'est ceux qui sont les plus motivés. Donc, racontez-nous, qu'est-ce que ce webinaire vous a donné envie, suscité? Quelles sont les questions que vous vous posez aujourd'hui? Fanny, vous mettez votre caméra, je me dis c'est que vous avez envie de parler. Et on est ravis. Bonjour à tous. Non, ce qui était intéressant, c'est d'entendre les retours d'expérience, qu'il y a encore des solutions à explorer et l'innovation est toujours intéressante et dynamique. Et effectivement, dans nos services où c'est quand même beaucoup de négatifs, beaucoup de choses, le manque de recrutement, les difficultés liées aux absences, donc de voir qu'on peut rebondir et qu'il peut y avoir encore des choses positives à mettre en place, c'est toujours intéressant. Voilà. Merci pour ce retour. Est-ce qu'il y aurait d'autres partages justement de ce que ce webinaire vous aura apporté? Qu'est-ce que vous pensez en faire derrière? Est-ce qu'on ferme la page, on quitte et puis on revient dans le quotidien, ou est-ce que ça vous donne des envies? Marion, vous avez mis votre micro. Alors moi, les envies, je les avais déjà avant ce webinaire. J'attendais ce partage d'expérience. C'est en cheminement. Aujourd'hui, c'est moi qui ai mis le post-it que notre modèle il est à bout de souffle. Je pense que c'est une réalité. Il faut qu'on bouleverse nos pratiques, mais après, avec tout ce que ça peut impacter derrière. Alors aujourd'hui, le premier frein, il est financier, parce que le financement de l'avenant 43, il n'est pas pérenne. Donc, on a des incertitudes qui font que se lancer dans cette aventure tout de suite, je ne sais pas si ça va être possible, mais en tout cas, c'est des sujets qui sont en tout cas chez nous sur la table. Donc,
Je serais ravie de poursuivre les échanges et de voir. Alors, j'avais quand même une question. Ce programme Imano, c'était sur une réponse d'appel à projet. Comment on a pu intégrer, comment les structures ont intégré ce programme-là? Nous, on a envoyé en 2019, en juillet 2019, un mail à tous les services d'aide à domicile que les départements nous ont communiqué. Donc, je crois qu'on a communiqué auprès de plus de 600 services d'aide à domicile sur ce programme-là. Sûrement pas très clair parce que c'était un programme très innovant qui a tâtonné, qui a expérimenté en faisant. Et même des gens qui avaient déjà le projet de se transformer n'ont pas forcément répondu. Donc voilà, on a retenu, on a eu 21 candidatures, on a pris les 21. Puis finalement, il y en a 2 qui ont abandonné dès le départ, 19. Et puis, au moment du diagnostic de maturité, il n'y en avait plus que 15 qui vraiment étaient prêts. Et là, on en a 15 qui clairement se transforment. Plus 2 copains qui étaient déjà embarqués dans la démarche de transformation avant, qui font partie de notre communauté Imano. Et là, aujourd'hui, on a 4-5 structures qui font partie de la communauté Imano, qui cherchent à se transformer, qui se posent des questions, qui partagent. Moi, voilà, vous êtes en Charente, donc vous êtes bienvenus le 23 juin. On ne sera pas très, très loin de chez vous en plus. Et là, on aura des témoignages complémentaires de professionnels, de dirigeants qui se transforment. Il y aura des conseils départementaux qui seront présents. Donc, c'est aussi l'occasion de continuer à cheminer. Et après, quand vous aurez vraiment amorcé votre transformation, venez dans notre communauté Imano. On sera ravis de vous accueillir pour partager ce sujet-là. Après, le projet Imprésienne a commencé déjà à nous transformer. On a fait monter des AVS en compétences. C'est un beau projet qui s'arrête cette année, malheureusement, mais on a déjà démarré un peu cette transformation. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, justement, ils font partie, ils ont répondu à notre livret, justement, professionnel de l'aide à la personne.fr. Ils seront sur notre site internet, je pense, dans les prochaines semaines, prochains mois. Et voilà, c'est pour nous chouette d'avoir ce projet-là. Ouais. On est en pleine diffusion là, du guide mutualisé. Donc, c'est bien, c'est un beau projet. Oui, complètement. Merci Marion. Est-ce qu'il y a d'autres retours de ce webinaire, des envies de partage? On n'est plus très nombreux, je crois. C'est que c'est l'heure, il est 16h01, c'est déjà, on a l'heure, ouais. Donc on a déjà vos retours sur le klaxon, merci beaucoup. Et du coup, on vous fera un petit mail avec tous les éléments clés qu'on a diffusés aujourd'hui et l'enregistrement avec grand plaisir. Ouais, merci Clotilde.